Depuis que je suis gamin, j'ai été au bord des ruisseaux, des lacs et j'aime pêcher, moi. J'ai été en contact avec la nature et c'est toujours un de mes loisirs de me retrouver en montagne, dans un cours d'eau. Nouveau récit. J'adore ça. Moi, j'ai un autre truc, c'est peut-être pour parler d'un autre sujet si tu veux, mais Ouais. c'est quand on me demande ça va, je dis qui, moi ou la planète? On revient pas sur l'histoire. Il y a eu un besoin de produire plus à un moment et c'était logique pour nourrir les populations. L'histoire nous aide à pas répéter aussi les Voilà. conneries. Et donc, exactement. Mais alors ça, on est très très mauvais à ça. Mais ce sont tous les agriculteurs au sens large. Et la moitié d'entre eux appartiennent à la génération justement de nos parents. 200 000. À peu près 200 000 qui partent à la retraite en ce moment ou dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que, avant même de parler d'agroécologie, le sujet dans la plupart des pays qui ont eu cette génération d'après-guerre est un sujet de renouvellement. Nous, on se bat pour l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. On a fait 17 fermes, on en fera 25 de plus cette année. On va essayer de lever un peu moins de 20 millions de plus cette année pour faire 25-30 projets de plus. C'est un petit nombre de personnes. Sur les 17 fermes, je crois qu'il y a 28 agriculteurs et agricultrices, ce qui est déjà chouette. Sur les 200 000, c'est un peu epsilonesque. Exactement. En fait, c'est ça le souci. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Nouveau récit. Je suis Fouad Souak et bienvenue sur Nouveau Récit. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et bonheur de recevoir Marc Batty. Bonjour Marc. Bonjour Fouad. Ça va ? Oui, très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien parce que je vais commencer cet épisode en annonçant, je vais y arriver, un partenariat pour Nouveau Récit. Je suis très content de nouer un partenariat avec KissKissBankBank & Co. de KissKissBankBank, qui a été la plateforme pionnière de financement participatif et de crowdfunding. Donc, c'est un partenariat de visibilité, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui faisait vraiment sens. C'est Nouveau Récit, on accueille les personnes qui sont engagées dans le changement et on se dit que les personnes qui sont sur KissKissBankBank et qui portent leurs projets, qui ont envie de les faire financer pour apporter un peu leur pierre à l'édifice, on trouvait que ça faisait du sens. Donc, je voulais remercier Lucie Gaudens, la Head of Impact and Communication du groupe, et Mouna Aoun, donc sa présidente. Et puis ici, on est dans les studios de ResLab, qui nous met à disposition ses locaux, son studio. C'est plutôt pas mal, hein. On est confortablement bien installé. Ouais. Donc c'est quand même plutôt chouette de leur part. Marc, qui es-tu ? Ah, t'attaques comme ça. Ah ouais, tout de suite. Écoute, j'ai donc Marc Batty, moi j'ai 46 ans, je suis ingénieur agronome de formation. Ouais. Et j'ai eu plein de phases différentes dans mon parcours, mais pour le faire vite, j'ai commencé dans l'agro et dans l'aquaculture. J'ai eu ensuite tout le reste de ma carrière de 2001 à 2019 dans la tech et dans le monde des startups plus récemment. Et puis j'ai opéré un gros virage, je pense, qui fait que tu m'invites aujourd'hui en 2019 vers l'impact, en montant une société qui s'appelle Fev. Et donc voilà, je fais partie de ces entrepreneurs qui bifurquent et qui ont envie de donner un sens à ce qu'ils font au quotidien. Je fais partie de ces gens qui naviguent et qui se rendent compte qu'on a une responsabilité immense en tant que personne entrepreneur privilégiée à plein d'égards à faire quelque chose d'utile pour le monde qui nous attend demain, en 2030 ou en 2050 ou après. Eh ben, tu vois ce que tu disais lorsque tu attaques tout de suite. Souvent, on me fait la réflexion, Fouad, c'est un peu lent ton départ. On sait pas trop. On sait pas trop, en fait, à qui on s'adresse, qui tu invites. Alors moi, tu sais, t'as les descriptions, dans les podcasts. Les gens ne lisent pas. Ouais. Les gens ne lisent pas les descriptions. On passe beaucoup de temps à faire ces descriptions, mais ils ne les lisent pas. Et tu as raison. L'une des raisons pour laquelle je t'invite, c'est parce que tu as switché de la tech à la terre. Et tu as switché aussi mentalement. Je suis pas sûr, en fait, qu'il y a un vrai switch mental, mais je pense que tu t'es probablement rapproché un peu de cette ligne de vie que tu avais probablement un petit peu enfouie en toi. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup découvrir. Et à Nouveau Récit, essayer de redonner un petit peu du sens et faire gagner du temps aussi aux personnes qui se disent qu'est-ce que je vais faire dans la vie, à quoi servent mes études, comment je peux avoir un impact, justement, sans avoir, en fait, à passer par des transitions qui ne nous correspondent pas, qui sont peut-être utiles, mais en tout cas qui collectivement et individuellement ne correspondent pas, encore une fois, à nos aspirations les plus profondes. Tu l'as dit, tu as été et tu es ingénieur agronome. Oui. Aujourd'hui, tu as créé Fev, donc Ferme en Vie. Mais c'est quoi ta première relation à la nature ?
Moi, ma première relation avec la nature, c'est depuis que je suis gamin. J'ai été au bord des ruisseaux, des lacs et j'aime pêcher, moi. J'ai été en contact avec la nature et c'est toujours un de mes loisirs de me retrouver en montagne, dans un cours d'eau. Voilà, ça, c'est ça né où? que je suis né dans le Lot-et-Garonne. J'ai grandi en Charente-Maritime. C'est super propice à la nature, ça. Oui, Non. mais mais comme tout le reste, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de départements en France qui sont pas propices à la nature si on y regarde bien. L'Île-de-France. Même l'Île-de-France. Oui, les mais gens, ils arrivent à l'Île-de-France, en vrai, Non, on est de Chevreuse, à Fontainebleau. Bah, bien sûr, tu peux être en ouais. forêt de Fontainebleau et c'est déjà chouette. Donc il y a beaucoup de choses à voir que les gens ne regardent même pas. Donc bon après voilà, moi donc j'ai deux passions quand je pense à la nature, c'est beaucoup de choses autour de historiquement la pêche, mais les poissons, les oiseaux, pas mal d'observations et de photos. Ah ouais. Donc ça c'est des passions qui m'animent quand j'ai un peu de temps. Ce qui est Tu fais toujours, de l'observation animalière? Bah, de l'observation, c'est tu prends enfin comme n'importe qui a des jumelles, j'observe. Ouais. et moi j'adore les rapaces. J'aime. Enfin oui, c'est un truc qui me fascine quoi. Voilà. T'avais déjà un rapport au temps particulier quand t'étais plus jeune? C'était à quel âge ça? D'aussi loin que je me rappelle, c'est de l'âge de quelques années que j'ai commencé à pêcher tout ça. Après, tout ce qui est observation, tout ça, ça remonte à mes études d'agro. Je connaissais rien du tout aux oiseaux. Alors, je connais pas beaucoup plus, mais peut-être juste le nom de quand même certaines espèces, capable de les reconnaître en vol ou ce genre de choses. Mais ça date de l'agro où j'ai commencé à faire de l'observation justement avec d'autres personnes qui connaissaient très bien ça. Ouais. On a la chance en première année à Paris, enfin à Grignon en l'occurrence, donc à 30 km de Paris, d'avoir un campus avec, je crois, 300 ou 400 hectares, à la fois terre agricole et bois, et où il y a pas mal d'espèces, y compris des choses un peu remarquables. Donc, apprendre à s'émerveiller de voir parfois de ces petits passereaux 10 cm, mais qui sont un peu plus rares que les autres. Moi, cette rareté de la nature, ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire qu'on voyait une espèce, si tu vois le gypaète barbu dans les Pyrénées, et que tu te dis qu'en fait, il y en a quelques dizaines en France. Alors, dans le monde, c'est moins rare, parce qu'en Afrique, il y a quand même des populations importantes. Mais quand tu te dis que là, tu es en train on est, je sais pas moi, plusieurs centaines de milliers de gus en montagne, d'humains, et puis on est en train de regarder 50 rapaces, et tu te dis qu'il n'y en a pas ailleurs. Ouais. Je trouve que ça, c'est assez, d'une part, assez triste, mais assez fascinant aussi de pouvoir contempler ça. Et tu le contemples quand? Dès qu'on a une occasion. Là, l'avantage maintenant, donc moi je vis à Toulouse, donc on est à 2 heures, enfin 1 heure et quart, 1 heure et demie suivant les endroits des Pyrénées. Donc en fait, il suffit juste de faire une rando pour prendre ses jumelles. Il y a pas plus de difficultés que ça. La photo, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu te balades en famille avec tes enfants et tout ça, c'est un peu, c'est plus sportif de prendre du temps mais prendre les jumelles, c'est une activité qui se fait en famille. Et en pratique, c'est toujours en faisant moi, tu vois, j'ai pas le luxe de me poster pendant 48 heures dans un abri quelque part en espérant voir je sais pas quoi. Et pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi tu le fais pas? Ouais, pourquoi je le fais pas? Oui, je sais pas. C'est des très bonnes questions. Ça viendra sûrement dans le futur, tu vois, de s'autoriser par moment. Mais la rando, par contre, c'est assez propice puisque tu peux juste te balader, et en juste te baladant, il y a pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, dans la même rando, on passe une demi-heure avec un gypaète barbu qui nous fait son spectacle à quelques dizaines de mètres de nous, et puis je crois le lendemain, on fait un truc, on voit un aigle royal. Moi, j'avais jamais vu d'aigle royal de ma vie. C'est finalement encore plus dur à voir. Et tu vois tout ça juste en ayant fait une rando avec les gamins d'une heure et demie. Donc ça, ça fait partie de mes petites passions. Et t'es obligé de sortir de la ville pour voir tout ça? Ces espèces précisément, oui. Et après, non, tu peux observer. Alors après, ça dépend aussi de la chance que tu as, hein, parce qu'en ville, tout le monde n'a pas un petit jardin ou même un balcon. Mais non, en ville, tu peux observer des choses aussi. Pas forcément des choses aussi rares, mais évidemment. J'avais un bureau avant qui donnait sur un toit terrasse végétalisé. Et donc, t'avais plein d'oiseaux qui venaient faire leur nid, leur machin. Et j'adorais prendre du temps à observer. Et il se passe des trucs de dingue. Donc, mes bureaux étaient à Saint-Brieuc. Et à un moment, il y a un goéland qui arrive, un gros goéland qui se pose comme ça. Et il y avait un petit goéland, son bébé. Ouais, ils étaient à 2 mètres de moi, quoi. Ils me voyaient pas, mais moi, je les voyais bien. Et puis, la maman goéland, comme ça, ouvre son bec. Et le bébé goéland, avec son bec, vient picorer à l'intérieur de sa gorge. Ça l'a fait vomir, c'était dégueulasse. Ouais, c'est régurgite, c'est exprès, quoi. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est fou. Ouais. Pour ensuite aller bouffer. C'est incroyable ce que la nature nous offre à voir, et nous, on est quand même, on a capacité à l'observer, à le voir, à prendre le temps justement de se lier un petit peu au vivant et à la nature et à des choses qui sont absolument admirables. Donc toi, tu as choisi d'en faire ton métier. À la base. À la base, tu veux dire, il y a longtemps, pas vis-à-vis de ça. Il n'y a pas si longtemps, mais. Moi, j'ai choisi de faire ce métier-là en me disant que
je voulais absolument bosser dans quelque chose qui a un lien avec le vivant. Ouais. Et donc, effectivement, le fait de devenir ingénieur agronome, c'est quelque chose que j'avais en tête littéralement à l'âge de 10, 11, 12 ans. Ingénieur parce que hyper tôt parce que on te renvoie souvent quand tu te débrouilles bien, tu es à l'école, on te dit tiens, tu vas faire des études d'ingénieur. C'est un peu ce stéréotype-là que tu peux avoir. Moi, c'est dans les fin des années 80. Et moi, je me disais, mais ingénieur pour faire quoi? Et c'est en parcourant le livre des métiers au centre de documentation interne, je sais plus comment on appelle les CDI, je sais pas si t'as connu ça. Et parce qu'on n'avait évidemment pas Internet à cette époque lointaine. Et j'ai vu que ingénieur, c'était pas juste pour être ingénieur en mécanique ou je sais pas quoi, mais il y avait un truc ingénieur agronome. Et moi, ça m'a fasciné parce que je me suis dit, oh, ouf, me voilà sauvé. Parce que les gens veulent de moi que je sois ingénieur. C'était quand même un peu tôt pour savoir si j'arriverais à être ingénieur à 10, 11 ans ou 12 ans. Mais peu importe, ça donnait une perspective. Et je me disais, mais il y a de l'espoir dans cette voie parce que au moins, si je dois faire des études, je pourrais les faire en rapport avec quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Donc moi, Et tu te disais déjà ça très tôt. Oui, parce que je me rappelle littéralement. En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs très très lointains, mais je me rappelle presque, je crois, puisque c'est une image qui m'est remontée quand il a fallu expliquer un peu la genèse de Fèvre et tout ça. Je me rappelle de ces moments de chercher et de me dire mais pourquoi ingénieur quoi. Ouais. Et de tomber sur ça et de voir ça comme une révélation, dire c'est bon, voilà. Et c'est une chance incroyable. Oui, parce qu'en fait c'est assez drôle parce qu'il y a quand même personne qui sait ce qu'il veut faire de sa vie. Ouais. Après jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard et à peu près toute sa vie et j'ai presque envie j'ai envie de me mettre aussi dans cette catégorie-là. Mais quand tu as cette chance de voir un peu la lumière là où tout le monde te questionne, c'est un truc qui est peut-être un peu moins moderne maintenant. Tu vois, on sait parce qu'on est tous des parents qui avons des parcours plus ou moins sinueux. On sait qu'on va changer de boulot plein de fois dans notre vie. Ça, on le racontait déjà il y a quelques années. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'exigence de notre part en tant que parents vis-à-vis des ados et tout ça. Dire qu'est-ce que tu veux faire, mon fils ou ma fille dans la vie. Ouais. Ça paraît être une question quand même un peu anachronique. Pour autant, elle l'était pas il y a 30 ans. Ouais. Et toi, tes parents ont dit tu seras ingé? Non, pas mes parents, c'est les profs, tout ça. Enfin, okay. Dès que tu as des bons résultats, on te dit que tu vas faire des études. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi c'était ingénieur, mais peut-être parce que j'aimais les maths et le reste. Mais bon, mon histoire, elle est éminemment banale. Ce qui est pas banal, c'est de se dire, j'y apporte une réponse un peu comme ça qui me tombe dessus à l'âge de 12 ans. Voilà. Ouais. Mais le fait qu'on ait tous été propulsés en ayant des bons résultats scolaires vers des grandes études, ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Moi, je crois que c'est un vrai sujet. On va pas l'aborder ici en profondeur, mais celle de l'orientation. L'ENI, elle n'est pas en terminale une fois qu'on a passé son bac, elle n'est pas en master 2 une fois qu'on doit choisir une voie professionnelle, elle n'est pas en seconde quand on doit savoir si on va plutôt emprunter une voie filière littéraire ou scientifique. Elle n'est pas non plus en troisième. Elle est encore plus en amont. Et moi, ma conviction personnelle, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt autour de ces 10-12 ans. T'es en sixième, tu commences en fait à rentrer un petit peu pas dans le dur des études, mais tu commences à acquérir de nouvelles compétences. Tu sais à peu près que le lycée existe et que tu vas devoir faire des choix. Ces choix-là, ils sont bien commandés par un métier et parce qu'on va exercer tout au long de sa vie. Oui. C'était Richard Descoings, je sais pas si tu te souviens, le directeur de Sciences Po aujourd'hui, évidemment décédé depuis plusieurs années, qui s'était engagé sur les questions d'orientation. Mais je pense que si on prenait à bras-le-corps cette problématique-là, on réglerait pas mal de problèmes de vocation auprès des étudiants. Donc, c'est une chance incroyable que toi, tu aies su dès le départ et en plus de l'orienter assez finement sur les sujets du vivant et de l'agronomie. Ouais. Mais après, alors moi, je sais pas si on arriverait à orienter... Comme tu le dis, dès cet âge-là, parce que c'est vrai que c'est quand même dur de savoir. Moi, j'avais peut-être besoin d'une boussole ou de me dire que je savais à peu près où j'allais. Peut-être j'ai un besoin que d'autres n'ont pas à ce moment-là. Mais je trouvais que déjà, ça aide d'avoir un guide, ce fil un peu conducteur pour se dire, ne serait-ce que parce que les gens me demandent toujours ça. Même en fait, dans notre vie, on te demande toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie et vers quoi tu vas. Et c'est une pression. Je déteste ça, moi. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Moi, j'ai appris que ce soit sur ma boîte d'avant ou maintenant Fèvre, à prendre des raccourcis pour répondre à ces questions. On te demande toujours comment vont tes projets, où est-ce que tu vas. Et a fortiori quand tu es entrepreneur, parce que du coup, ça intéresse un peu plus les gens que d'autres projets. Et donc, il faut toujours savoir quoi répondre. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, tu sais pas toi-même. Et c'est logique. Tu as envie de retourner à la question et dire, et toi, tu sais ce que tu veux faire dans la vie? Bon, non. Arrête de m'embêter, quoi. Il y a mon beau-frère. Quand il veut me présenter, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ton beau-frère, dans la vie, en parlant de moi? Donc c'est devenu un gimmick parce qu'il sait jamais véritablement ce que je fais.
Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis plume? Est-ce que je suis RP? Est-ce que je suis chief of staff? Enfin bref, tu vois, donc moi-même, je le sais pas. Je suis un peu tout ça en même temps, en vérité, avec cette agence que je développe maintenant depuis un petit moment. Mais c'est effectivement une question que je déteste, mais qui socialement est hyper importante pour les gens. Oui, ben, les gens, situer. je pense qu'ils assimilent ces projets-là à une forme pas d'idolation, d'envie. Ça crée de l'envie chez les autres de voir des parcours entrepreneuriaux. Et donc, c'est associé à la notion de réussite aussi, d'une certaine manière. Et donc, il faut qu'il y ait des choses positives à raconter. Donc, ce qui est toujours assez dur pour moi, quand tu es entrepreneur, moi, je suis très focalisé sur beaucoup de choses qui vont pas. Et donc, par contre, quand ton entourage te demande un peu comment ça va, en fait, la réponse qui est attendue, c'est ça va bien, et ça va très bien, et ça va très vite, et ça va très fort. Donc, il faut arriver à recaler ça en te disant, bon, j'ai d'un côté mes soucis ou les choses que j'essaie de régler qui sont fondamentalement pas faciles, parce qu'en général, quand tu as un projet entrepreneurial, quelle que soit sa nature, tu t'attaques à des choses pas faciles. Et puis de l'autre côté, de donner une perspective pour embarquer les gens et dire que bah là, le truc progresse, tu recrutes des gens, si tant est que ça soit important ou pas. Mais tu vois, chez Dataiku, par exemple, moi, je m'étais dit, plutôt que d'essayer d'expliquer ce que fait mon produit au plus grand nombre, t'essaies déjà de l'expliquer à tes clients, c'est pas facile, mais expliquer à tout ton entourage ce que fait une plateforme de data, bon, bof. Alors moi, je m'étais dit, bah finalement, j'explique qu'on est en train de recruter des gens, vu qu'on était en pleine ascension. Et donc, les gens me disent, comment ça va? Je dis, bah ça va, là, on est 12, bah ça va, là, on est 25, ah, ça va, on est 100, c'est bien, ça avance. Et ça, c'était une métrique facile. Donc, en fait, finalement, tu te mets dans un truc où tu communiques quelque chose qui permet facilement aux gens de se rendre compte que oui, ça va, ça progresse. Puis après, ça t'amène sur plein d'autres sujets qui vont être, vu que ça grossit, ça peut t'amener sur des sujets de recrutement, ça peut t'amener sur des sujets de où sont les différents bureaux dans les différents pays. Voilà. Donc, ça permettait, parce que sinon, comment ça va? Quand t'es entrepreneur, c'est par quel bout je le prends, cette question. Et voilà. Donc, je trouve que c'est super ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser à plein de choses. Moi, ma première réponse à ça, c'est ça va pas assez vite. Parce que ça va jamais assez vite. Mais en même temps, je trouve que avec un petit peu de recul, on est toujours à... c'est bien de prendre le temps, encore une fois, de ne pas précipiter les choses. Ça me fait penser à une citation d'un film. Je crois que c'est Le Loup de Wall Street. C'est un vieux banquier qui, quand on lui demande comment ça va, il répond bah ça va. Parce que quand ça va, et si ça va pas, ça va quand même. Alors moi, j'ai un autre truc, c'est peut-être pour parler d'un autre sujet, si tu veux, mais c'est quand on me demande ça va, je dis qui, moi ou la planète? Ah ouais, ça marche bien. Ça. Bah, je la commence à l'avoir pas mal, celle-là. Ça fait pas longtemps. Je dis moi, ça va. Pour le reste, je suis pas sûr. Donc, on va en parler, ça. Ouais. Et ça me fait penser à une autre chose là sur ta métrique du nombre de collaborateurs. C'est vrai qu'il y a probablement une période pendant laquelle les métriques du nombre de collaborateurs du chiffre d'affaires, ça fonctionnait bien. C'était vraiment l'indicateur de réussite. C'est facile. L'indicateur de performance lié à la mission. Moi, il y a une nana que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je crois qu'on est beaucoup à aimer ce qu'elle fait. C'est Lucie Bache avec Too Good To Go. Elle a un métrique très simple. C'est le nombre de paniers qu'elle a vendus à la fin de la journée. Et il s'avère que si tu multiplies le nombre de paniers par le prix moyen du panier, tu as son chiffre d'affaires. C'est hyper performant. Performant et facile à comprendre, du coup. Et facile à comprendre, ouais. Donc, tu le vends quand même très bien ton business. Vous avez quand même réussi à réfléchir à ce genre de métriques à Dataiku. Et avant de répondre à cette question, tu vas forcément présenter assez rapidement ce que faisait cette boîte-là. Et avant de présenter cette boîte-là, est-ce que tu as déjà exercé à un moment donné ton métier d'ingénieur agronome? Oui, moi j'ai exercé mon métier d'ingénieur agronome dans ma première expérience, du coup, en tant qu'ingénieur R&D dans une boîte qui faisait de l'élevage de bar et dorade dans le nord de la France. De quoi? De bar et dorade. De bar et de dorade. Faut articuler. Et de dorade. Pardon. Oui, tout à fait. Et j'étais en charge de faire des études sur l'optimisation de l'alimentation pour ces poissons ou pour la conduite d'élevage, les process. Enfin, voilà, c'est des choses qui étaient très agro pour le coup, puisqu'en fait, quand tu es dans les filières agro, soit tu travailles dans les sciences, les cultures végétales, soit moi j'étais plutôt côté des animaux, par construction de tout ce que j'ai dit avant. Tu étais plutôt en pisciculture, en plus lié à ta passion en première de la pêche. Ouais, exactement, les poissons. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les poissons, l'étude des poissons, comprendre comment ça marchait,
quelle était, voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'ai travaillé un truc qui est rigolo, c'est que finalement, bon, déjà, la pisciculture, on pourrait en parler des heures. Je sais plus trop comment me positionner par rapport à ce sujet-là, vu que, pour plein de raisons, hein, tu sais, à l'époque où moi, dans les années 2000, enfin 99, on se posait cette question, c'était le contexte vache folle, les farines animales et compagnie. Mais il y avait quand même cette prétention ou illusion qu'en élevant les poissons, on évitait de les prélever dans la mer, ce qui était assez symptomatique de quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans plein d'autres secteurs, de déplacement du problème plutôt que de sa propre résolution. Donc, on va effectivement pas pêcher les bars et dorades, qui sont des espèces dites à valeur ajoutée, parce que c'est des bons poissons, comme le saumon, historiquement, est une espèce à valeur ajoutée. Mais en fait, pour ce faire, on va devoir aller pêcher des sardines, des anchois, je sais pas moi, sur les côtes chiliennes, pour les transformer en farine. Et quand on les pêche, on embarque, tu connais ces sujets peut-être, énormément d'autres espèces qu'on n'est pas censé avoir. Donc en gros, pour ne pas vider les océans d'une ressource que l'humain a décidé de considérer comme précieuse, on les vide d'une autre ressource que l'humain a décidé de considérer comme moins précieuse. Et donc en fait, voilà. Donc, je suis assez à la fois sceptique et critique. Il y a sûrement des bonnes choses à imaginer, de la même manière qu'il y a des choses à faire peut-être sur l'élevage global des ruminants ou des volailles. Mais voilà, bon, ça reste une phase voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, mon rapport de stage à l'agro, je l'avais fait sur l'impact des rejets azotés, enfin pas l'impact, mais la quantification des rejets azotés des élevages, puisqu'en fait, on était en bassin fermé. Ouais. Je leur donne à manger, derrière les excréments, ça balance je sais plus, c'était ammoniac et ammonium dans l'océan, dans les terres et puis dans les eaux. Voilà. Alors moi, nous, on n'était pas en aval sur l'analyse de ce que ça donne, mais plutôt d'essayer de corréler l'alimentation, les pertes, justement les gaspillages alimentaires, et le fait que derrière, plus on donne de l'aliment, j'allais dire à mauvais escient, plus il se retrouve forcément dans une fraction azotée en aval de l'élevage. Et donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, déjà à l'époque, il y avait ce prisme environnemental chez moi, et la volonté de comprendre comment ces solutions qu'était la pisciculture en étaient réellement ou n'en étaient pas. Ouais. Mais par contre, c'était un métier, je pense qu'il y a un des métiers, ou peut-être le métier le plus, pas épanouissant, mais stimulant intellectuellement que j'ai eu à l'époque. Parce qu'en fait, quand ingénieur R&D, c'est quand même un sacré boulot. C'est chouette, tu fais des études, tu lis des publis, tu fais des expérimentations en temps réel. Moi, j'avais l'impression d'être un peu MacGyver sur la ferme, où tu dois faire des expériences, tu dois construire des petits trucs, tu bricoles. Enfin, ça, c'est un beau boulot, quoi. T'as pas l'impression de manipuler la nature? Non, non, là, précisément, en fait, c'est des choses assez, c'est assez low-tech. La manipulation de la nature, elle est sur d'autres choses. Parce que je comprends bien, en fait, que c'est pas de la manipulation génétique pour rendre, en fait, les bars et les dorades plus gros. Non, mais ça existe aussi, bien sûr. Alors, c'était pas de notre sort. Souvent, c'est dans les écloseries, les trucs en amont. Donc, il y a énormément de choses à dire, évidemment, là-dessus. Maintenant, la plupart des, alors, je sais pas si c'est vrai chez les bars et dorades. Tu vois, moi, ça fait 20 ans, de toute façon. 25 ans, même presque. Mais à l'époque, pour aller dans le sens de ce que tu dis, sur les fermes de saumon, et je pense que ça existe encore, tu avais évidemment de la manipulation génétique pour faire grossir beaucoup plus vite les saumons. Je crois qu'il y avait, alors ça existe sur les huîtres, mais je crois que sur les saumons, c'était le cas aussi, des notions de triploïdes. Donc, ils ont même plus un matériel génétique qui est normal. Théoriquement, tu as 2 jeux de chromosomes, donc ça s'appelle diploïdes, ils en ont 3. Ça les rend stériles et ça grossit plus vite. Ça, c'est des huîtres. Les saumons, je crois que c'était pareil. Donc ça, moi, c'est des trucs dont je suis pas sûr d'y avoir vraiment adhéré, mais à l'époque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en suis évidemment complètement revenu. Et t'avais des choses sur l'éclairage des bassins, par exemple. C'est-à-dire que si t'éclaires, en gros, si tu fais penser au poisson qu'il est en bonne saison, quand je dis bonne saison, c'est printemps-été, avec des températures clémentes et tout ça, même au moment où les températures de l'eau sont faibles, tu peux influencer sa croissance également. Ah ouais. Donc, du coup, tu joues sur le patrimoine génétique, tu joues sur les conditions d'élevage, tu joues sur, évidemment, l'alimentation, tu joues sur plein de choses pour, à la fin, faire un truc qui est, je vais schématiser pour dire un truc horrible, mais qui est potentiellement un bout de protéine sur arête, quoi. Ouais. Donc, bon. Et après, il faut pas dévaloriser le fait qu'il y a sûrement plein de gens, et a fortiori, ça a dû beaucoup progresser dans les années récentes. Il y a des gens qui vont essayer de faire du travail bien plus respectueux, et que je pense que c'est une filière qui a sûrement sa place, mais à remettre dans un rôle global d'alimentation de l'humanité, au même titre qu'il faut remettre l'élevage à sa juste place dans l'alimentation de l'humanité, quoi. Je pense que c'est exactement ça. On va oublier mes 2 précédentes questions qui reviendra juste un peu plus tard, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y a en Bretagne des projets d'installation d'élevage de saumon en pleine terre, en Côte d'Armor notamment, je crois, autour de Guingamp, mais la population locale est totalement opposée en fait à ces projets-là. Moi, je pense à raison. Mais sur la question de l'alimentation,
on est quand même relativement d'accord qu'il y a un moment où il a fallu adapter le processus productif et industriel pour, améliorer la qualité des aliments. Et il y avait des questions de sécurité alimentaire, d'où le passage à l'industrie, même à la biochimie et compagnie. Et puis ensuite, il fallait nourrir le plus grand nombre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, clairement. On est plutôt dans le gâchis, on est plutôt dans la surproduction. Est-ce que tu observes, toi, un redétricotage de ce modèle industriel, agricole, qui nous ferait revenir à des choses qui ont un peu plus de sens et qui correspondraient quand même un peu plus à nos modes de consommation et qui éviterait définitivement moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on manipule le vivant pour des besoins qu'on n'a plus. Oui, alors déjà oui, complètement d'accord avec toi. Est-ce que j'observe un détricotage de ça? Non, absolument pas. Dans la volonté d'une certaine partie de la population, oui. Donc ça renvoie à l'alimentation, tu peux parler d'alimentation bio notamment, ça renvoie aussi au fait de devenir végétarien ou vegan pour une partie des gens, donc la place de l'élevage justement, protéines animales versus végétales dans l'alimentation. Donc ça renvoie à plein d'autres choses, ça renvoie aussi au modèle de Fèvre dont on parlera peut-être après, mais sur le fait d'encourager l'agroécologie. Quand les gens me demandent c'est quoi l'agroécologie, je dis justement c'est accompagner, s'inspirer, bosser avec le vivant plutôt que le manipuler. C'est exactement ce que tu dis. Donc, il y a évidemment une fraction de quelques pourcents, ou peut-être 10%, si tu veux être optimiste, à la fois de gens et de professionnels sur le terrain qui bossent en ce sens. Je pense que tu peux mettre assez naturellement tous les gens qui font du bio, historiquement, même si c'est pas parfait. Ça reste les pionniers de ceux qui se sont posés les questions. C'est biologique, hein. Biologique, c'est la vie. C'est comme ça qu'a été créé ce truc-là. Mais par nature, l'agroécologie est bio, non, par nature, par essence. Quand on était au salon de l'agriculture, donc il y a un mois, et les gens m'interrogent. Alors, il y a beaucoup de professionnels, donc c'est par essence un salon intéressant pour Fèvre, et puis c'est que tu tombes sur des gens qui sont pas qui sont dans l'écosystème, justement, donc des gens qui accompagnent les agriculteurs sur le terrain. Tu peux avoir des chambres d'agriculture, tu peux avoir la SAFER qui régule le foncier, tu peux avoir les syndicats agricoles. Beaucoup de gens qui sont habitués à ces questions qui sont presque d'ordre politique. Et ils m'interrogent sur ce qu'on fait. Et je leur dis, voilà, on a une foncière qui permet d'accompagner les agriculteurs. On fait de l'agroécologie. Ils disent, ah, donc vous n'êtes pas bio. Parce que, en fait, beaucoup de gens qui te parlent d'agriculture régénératrice ou d'agroécologie à l'heure actuelle, c'est pour ne pas dire qu'ils ne sont pas bio. Donc nous, on défend, on dit, non, attends, nous, on l'a pris comme des scientifiques, entre guillemets. Agroécologie, c'est le terme le plus vaste pour décrire une agriculture, une sorte de forme de convergence entre l'agriculture et l'écologie, puisqu'il y a les deux mots dedans, et donc une agriculture qui bosse, qui s'inspire du vivant. Évidemment que le bio, ou la bio a été créée pour ça, avec cet esprit. Donc nous, on pense que l'agroécologie devrait embarquer, comme tu l'as justement réfléchi et intuité, le bio. Mais dans la tête des gens, souvent, il y a la bio d'un côté et le régénératif de l'autre. C'est un truc contre lequel moi je me bats. Je dis régénératif, ça n'a aucun sens. Stocker du carbone, c'est bien, mais ça ne doit pas être un choix entre stocker du carbone d'un côté et ne pas balancer de pesticides de l'autre. Et tu as un peu ces débats en agriculture à l'heure actuelle, puisque ça reste compliqué de mener des cultures avec le niveau de performance, mais ça revient aussi aux questions que tu poses avant, avec le niveau de rendement qu'on veut, en disant qu'on respecte plus le vivant, et pour respecter plus le vivant, on travaille moins le sol, et on balance moins de produits dessus, que ce soit des engrais ou des produits phyto. Effectivement, moins tu y touches, plus tu mises sur le long terme, tu préserves la planète, tu boucles les cycles, tu protèges l'eau, tu as plein de trucs qui sont bien, mais à l'instant T, le rendement, il est peut-être pas exactement celui que tu attendais avant ou que tu avais. D'accord. Avant. Et là, après, il y a plein de gens qui, en ce moment, beaucoup de recherches à la fois sur le sujet et des gens qui mènent des expérimentations sur le terrain pour dire que, en revisitant la façon dont on voit les cultures, en faisant des associations, en faisant des rotations différentes, il y a des gens qui prétendent, et c'est ce que nous on recherche profondément, que tu peux justement alléger tes coûts de production en utilisant moins de produits, parce que les gens ils vont revenir souvent malheureusement à l'équation purement économique, mais tu allèges tes coûts de production quand tu utilises moins d'intrants. Forcément, quand tu utilises moins d'intrants, tu bousilles moins de choses, vu que tu n'agis pas sur les intrants, c'est les pesticides, ou même les engrais. Les engrais, toute la chimie du pétrole. Les engrais, il faut quand même se dire que on donne un peu faut s'imaginer la petite gourde de glucides au marathon ou petit sucre rapide que tu vas consommer dans le kilomètre qui vient, quoi. T'es pas en train de muscler et de revitaliser ton corps au sens large, hein. C'est vraiment juste pour que ça pousse à ce moment-là, quoi. Donc tous les intrants, si on a moins, ça coûte moins cher et tu préserves un peu ton sol et tes nappes phréatiques et compagnie. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quoi ressemble justement une personne, une ferme qui a adopté l'agroécologie?
Comment ça se passe? Comment Parce que tu es dans ton train, tu vois les paysages défiler. On sait, hein, la France a été quand même dessinée aussi de ces grandes parcelles agricoles de soja, de blé, de maïs, enfin de tout ce que tu veux. Donc, à perte de vue, on a retiré justement un certain nombre, on a retiré un certain nombre d'arbres hein, pour dégager des parcelles et pour produire toujours plus. Donc, c'est quoi? C'est revenir à l'agroécologie à une nouvelle forme de paysage et de culture des semences et des produits naturels. En fait, alors on parle souvent des mêmes techniques, mais déjà, tu as beaucoup d'associations de cultures. Donc, ça veut dire que tu vas être sur des choses qui sont moins monoculturelles. Ouais. Donc, déjà, une des bases, c'est la diversification. C'est que tu vas diversifier à la fois tes cultures. Tu vas faire ce qu'on appelle des rotations plus longues avec des enchaînements. Plutôt que d'enchaîner une culture, blé, maïs, tournesol, revenir comme ça, tu vas avoir des choses qui parfois vont être sur 7-8 ans. Tu vas avoir ce qu'on appelle des couverts végétaux qui vont être là entre les cultures pour pas laisser le sol à nu. Ça, c'est maintenant des obligations, donc ça commence à venir même dans le conventionnel. Du coup, ces couverts végétaux, ça peut être des plantes, notamment de la famille des légumineuses, qui sont connues pour stocker de l'azote atmosphérique. Donc, plutôt que d'aller injecter l'azote dont ont besoin les plantes pour grandir sous forme d'azote minéral qui vient justement de toute la chimie actuelle, on va plutôt se dire on va confier ce rôle-là aux plantes. Alors, c'est un problème, c'est que fondamentalement, quand tu plantes pendant plusieurs mois, voire parfois pour certains, tu le laisses 2 ans comme ça, une parcelle avec un couvert qui va permettre de stocker l'azote dans le sol, pendant ce temps-là, ce truc-là, tu vas peut-être le donner à brouter ensuite aux animaux, mais tu n'es pas sur une culture qui est potentiellement productive et qui te rapporte à la fois du rendement et multiplié par des euros sur les marchés internationaux. Ouais. Donc forcément, ça oblige à des choix un peu différents. Après, tu disais, on est venu sur des grandes parcelles. Il y a tout ce remembrement. On a à la sortie, je crois, c'était les années 50, 60, où on a fait des parcelles de plus en plus importantes en enlevant les haies. Et les haies, on est en train de redécouvrir le rôle qu'elles ont à tous les niveaux. Refuge de biodiversité, parce que les oiseaux, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les oiseaux, les insectes et tout ça. Les insectes, on en a besoin quand même pour polliniser les cultures. On a la gestion de l'eau entre les parcelles. Les haies permettaient de retenir l'eau d'une parcelle à l'autre. Les haies, souvent, c'est des arbres qui ont des racines profondes qui permettent de remonter un certain nombre de choses utiles pour les cultures derrière. Donc ça, après, c'est tous les courants autour de l'agroforesterie. Donc tu peux avoir les haies, mais tu peux aussi avoir des arbres intra-parcelles. C'est des choses que je découvre aussi par ailleurs, mais tu peux avoir des haies dans des parcelles avec certains types d'espèces qui créent des symbioses avec les champignons. Et ces champignons-là, c'est eux qui, par leurs filaments, vont être capables de remonter l'eau et la mettre à disposition des cultures. Donc, ça permet de baisser le besoin en irrigation de certains trucs parce que tu joues sur les processus naturels qui sont juste de dire qu'il y a des racines et des champignons qui font ce boulot-là pour toi. Et là où j'étais fasciné, c'est d'apprendre que cette haie-là qui était plantée, son impact par ces réseaux racinaires et de symbiose avec les champignons, ça s'étendait à 30 mètres. Donc, ta haie, elle irriguait, entre guillemets, ou elle apportait de la disponibilité en eau et en nutriments à 30 mètres à la ronde. C'est fou. Imagine un peu le truc. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez porteuses d'espoir, mais on a complètement oublié le truc parce qu'on s'est dit, en fait, il faut voir une partie de l'agriculture, et bon, j'espère que j'offenserai personne en disant ça, mais tu as vraiment un côté où maintenant on a des grosses parcelles, on a simplifié le travail pour que ça soit facile de passer dans tous les sens, on a des engrais qui biberonnent, dès qu'il y a un truc qui passe qui pourrait être un danger pour la culture, un insecte, une maladie, boum, on balance des produits dessus, et on a simplifié au maximum le process comme si tu étais dans une start-up qui optimise son process commercial, quoi. Et tu essaies de dire, bam, 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 il faut que ça dépote, faut quoi. que ce soit au cordeau. Voilà. Mais donc, c'est au cordeau à la fin parce que tu as un produit qui a l'air d'être que tu espérais, mais à la fois, il n'est pas forcément bon ni nutritionnellement, il est manipulé génétiquement dans certains cas. Alors, et voilà, je parle surtout des poissons et tout ça, mais et puis après il y a des produits dessus qui sont pas terribles, et puis surtout ça appauvrit le sol. Tu as des trucs en aval quand tu as un sol qui est mal entretenu et qui est pas couvert, tu peux très bien avoir une pluie qui va le lessiver complètement et l'envoyer en aval, donc tu vas te retrouver avec le sol qui part sur la route. Et ce que les gens ils oublient quand même, je pense qu'il n'y a pas grand monde en vrai qui sait ça, c'est que toute la vie sur Terre elle repose sur une couche de sol qui est de quelques dizaines de centimètres, peut-être quelques mètres par endroit. Et moi, l'image que j'ai, c'est cette surface-là de sol qui est pas plus haute, au maximum aussi haute que la hauteur du studio dans lequel on est. Et tu fais ça sur l'ensemble de la Terre et tu te dis, là, c'est là où il y a la vie. Toute la vie est là. Toute la vie est là. Enfin, toute la vie part de là, d'une certaine manière. C'est pareil quand tu fais l'analogie avec l'eau et que tu regardes l'eau potable disponible. Je sais pas si tu as vu ces illustrations où on voit la Terre. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'eau sur l'océan. Et puis après, tu regardes
réellement en volume ce que ça fait, tu le remets sur une bille et puis après tu regardes ce qui reste en eau potable et là tu te dis qu'on est dans la merde quand même parce que tu vois un petit point, une tête d'épingle sur l'eau potable qui est disponible sur Terre, quoi. Ouais, c'est un peu c'est la même analogie. Donc voilà. Bon, donc l'agroécologie, ça ressemble à une agriculture où effectivement on prend un peu plus de temps, où probablement au moins dans des phases transitoires, on doit réinventer un peu la façon dont on associe, on produit les cultures. Parce que si tu essaies de te remettre dans un mode où il faut qu'il y ait un blé qui fasse du 90 quintaux et que tout seul, ça va peut-être pas être pareil en agroécologie. Donc, il va falloir l'associer à d'autres trucs, il va falloir valoriser d'autres cultures, il va falloir voir comment l'élevage s'interconnecte à tout ça, il va falloir utiliser les mares, ça pour recréer un peu de la biodiversité. Donc, c'est un changement qui est quand même assez radical. Est-ce qu'en réalité, on ne s'aperçoit pas que pendant un certain nombre d'années, il a fallu répondre à des problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, en fait, de progression de la population et puis de répondre à leurs enjeux alimentaires dans un milieu où, à une époque où on ne connaissait pas tout ça. On connaissait mal tout ça. Alors, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. Alors, est-ce que c'est vraiment la vérité? Mais aujourd'hui, notre connaissance s'affine. Et on arrive justement à mieux répondre à ces enjeux-là, en considérant que, OK, on a mal fait. Encore une fois, en fait, on essaie de revenir à un état premier qui ne nous fera pas moins bien manger, au contraire. Bien mieux, et où on produira moins parce qu'on réussira à mieux calibrer. Mais encore une fois, ma question porte sur le fait que, est-ce qu'avant, vraiment, on ne savait pas? Et les progrès scientifiques nous ont permis de tendre vers une meilleure connaissance pour proposer ces alternatives à l'agriculture conventionnelle, ou non, pas vraiment, parce que on était dans des processus complètement différents, avec des logiques financières et industrielles complètement différentes. Déjà, moi, j'étais pas là à l'époque où ça s'est fait, et toi non plus. Déjà, peut-être sans parler des choses qui fâchent, on a fait ça parce qu'à un moment, il y a eu un besoin. Tu l'as bien dit. Donc nous, on tire surtout pas on revient pas sur l'histoire. Il y a eu un besoin de produire plus à un moment, et c'était logique pour nourrir les populations. L'histoire nous aide à pas répéter aussi les conneries. Et donc, exactement. Mais alors ça, on est très, très mauvais à ça. Donc, je sais plus qui disait, une citation, alors je sais pas si elle est récente ou ancienne, c'est les politiques des années 60 ont marché, c'est justement pour ça qu'il faut les changer. C'est que si ça a marché, tu as réussi à changer un État, tu fais un plan, que ce soit consultant ou politique, pour atteindre une cible. Une fois que tu l'as atteint, l'état final est différent de l'état initial. Donc, la politique qui t'a mené de A à B n'est plus valide par essence. Ça fait 60 ans qu'on n'a pas changé le logiciel. C'est complètement dingue. Donc, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Donc, si tu as compris ça, tu te dis, en fait, sans vouloir faire de procès d'intention à quiconque, de toute façon, il faut changer les choses parce que le contexte a beaucoup évolué depuis, au niveau français, au niveau international, et voilà. Donc, déjà, il faudrait au moins admettre ça. Et après, si tu veux rentrer dans des trucs un peu plus polémiques, tu te dis que tous les rapports qui sortent aujourd'hui montrent, sur l'agriculture, en gros, je ne sais pas répondre à ta question, mais sur le changement climatique, on sait depuis toujours. Il y a quand même des gens qui, je crois, avant la fin du 19e siècle, alertaient sur le fait que la révolution industrielle causerait des hausses de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 150 ans qu'on le sait, quoi. Ou 130 ans, on va dire. Donc, il y a déjà des gens. Après, là où on le sait pour sûr, sur le fait qu'on sait exactement ce qui va se passer, ça, c'est au moins les années 70. Ça fait 50 ans que les gens ils nous alertent et qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et à chaque fois qu'on regarde ce qu'ils avaient prédit à l'époque, on se dit, merde, 1, ils avaient raison, 2, c'est pire que prévu. C'est souvent ça les conclusions. Même le GIEC, d'une année sur l'autre, quand ils regardent leur truc, ils disent, OK, mais bon. OK, donc c'est plutôt quand même ça le sens de l'histoire. 3, tu prends pétrole, tabac. L'histoire récente montre que l'industrie du tabac et l'industrie du pétrole savaient exactement ce qu'ils faisaient dans les années 70. De là à penser qu'on le savait déjà sur l'agriculture, moi je suis désolé, je pense que oui aussi. Pour autant, il y avait un besoin, sorti d'après-guerre, tout ça, nourrir la population. Donc, les choix, ils ont été faits comme ça. On peut l'admettre, se dire que de toute façon, c'est pas important dans l'absolu de savoir jusqu'à quel point il y a eu du cynisme là-dedans. Fondamentalement, maintenant, il faut changer. Il n'y a pas d'autre alternative. Et Ferme Envie essaie de contribuer à ça? Nous, on essaie très modestement à l'heure actuelle. Donc, Ferme Envie, moi, j'ai monté ça en 2020. Donc, ça a maintenant bientôt 4 ans. On a une vingtaine de personnes qui œuvrent à déployer ces pratiques agroécologiques sur le territoire français. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'est rendu compte qu'un des obstacles à l'heure actuelle à l'installation, c'est l'achat de la ferme. Parce qu'il faut se dire quand même, parce que je pense que tout le monde n'aura peut-être pas le contexte de l'installation agricole à l'heure actuelle, mais il y a un peu moins, je crois, d'1 million d'actifs agricoles en France, donc 400 000
chefs d'exploitation. Donc, en gros, D'accord. les entrepreneurs agricoles, ce qu'on appelle les agriculteurs qui ont une ferme. Un peu moins de 400 000, je crois, c'est même 389, là, j'ai vu récemment. Alors, tu parles d'agriculteurs et au pas sens large. forcément d'éleveurs aussi, Non, agriculteurs, dont une très bonne partie lait, d'éleveurs. Oui, alors ok. honnêtement, j'ai même pas la stat en tête, mais il y a énormément de polyculture élevage en France, Ouais. donc voilà. D'accord, ok. Donc il y a beaucoup d'éleveurs aussi. Mais ce sont tous les agriculteurs au sens large, Mmh. et la moitié d'entre eux appartiennent à la génération justement de nos Donc, parents. 200 000. À peu près 200 000 qui partent à la retraite en ce moment ou dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que, avant même de parler d'agroécologie, le sujet dans la plupart des pays qui ont eu cette génération d'après-guerre est un sujet de renouvellement, puisque si on te parle de souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire, elle est à 400 000, c'est un sujet, à 200 000, c'est un encore plus gros sujet. Ouais. Donc, sans même parler de la qualité des produits, des pesticides, du carbone, de tout ce que tu veux. C'est fondamentalement en quantité, on pourrait se retrouver à nouveau. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui crée ces tensions-là dans ces discours, c'est que on a peur pour la quantité. Donc, nous, on se bat pour l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de gens, quand ils souhaitent s'installer à l'heure actuelle en agriculture, qui se revendiquent d'une forme d'agriculture, quels que soient les labels ou les courants de pensée, plus vertueuse que ce qui s'est passé quand même au cours des 10 dernières décennies. Donc, il y a une volonté des nouveaux arrivants de faire mieux. Alors, mieux n'est peut-être pas bien choisi comme mot, mais en tout cas différemment de ce qui a été fait avant, et pour adresser justement les nouveaux challenges dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, on accompagne ce mouvement-là en les aidant à trouver leur ferme et en finançant l'achat des fermes avec un mécanisme de location avec option d'achat. Alors ça, j'y reviens, c'est qu'en gros, ils peuvent pas acheter des fermes, parce qu'une ferme, en France, ça coûte vite 700, 800 000 euros. Ça, c'est la taille moyenne de celle que nous, on voit passer. Pour que les gens aient une idée, une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares. C'est pas gros, en vrai. C'est gros pour certains qui s'imaginent avec un jardin de 1000 mètres carrés, mais bon, voilà, c'est pas très gros. Nous, ce qu'on a pris comme axe, c'est de dire toutes ces fermes qui font entre 50 et 150 hectares, qui correspondent au milieu de la Gaussienne, il faut les aider à trouver des repreneurs. Et elle, au prix moyen de l'hectare, qui est à 6 000 euros en France à l'heure actuelle, qui est vraiment pas cher par rapport à la plupart des autres pays européens, notamment tu vois, le UK ou Belgique, Pays-Bas, tout ça sont des pays où la terre est horriblement plus chère. Ça peut être à 20 000, 30 000 l'hectare. Malgré ce prix relativement abordable, quand tu fais 70 hectares fois 6 000, tu as déjà 400 000 et quelques 420 000 de terres agricoles. Tu rajoutes une maison, tu rajoutes les bâtiments d'exploitation, tu rajoutes une stabulation, c'est-à-dire de l'élevage, tu rajoutes des, je sais pas moi, des hangars. Et en fait, au total, l'investissement, ça va être 700, 800 000, 1 million, parfois 1,5 million. En parallèle de ça, tu dois créer une société d'exploitation, qui est la société dans laquelle la personne entreprend. Finalement, la ferme, si on prend une analogie avec tous les gens qui bossent dans les bureaux, la ferme, c'est les bureaux. Souvent, les bureaux, on les loue. Et puis, à côté, on a une SARL ou une SAS qui fait l'agriculture, c'est pareil. Ils ont leur société d'exploitation. Cette société d'exploitation, il faut acheter du matériel, éventuellement des animaux, des semences, du carburant, faut financer la trésor et tout ça. Parce qu'évidemment, culture... C'est une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise et qui, quand elle achète des trucs pour produire des cultures, elle va récolter le fruit de tout ce qui s'est passé plusieurs mois après, un peu comme dans des boîtes où on crée des produits et on les vend. Et donc, les banques et de manière générale l'écosystème du financement va être capable de financer une partie de tout ça, mais sûrement pas 400-500 000 d'un côté plus 1 million de l'autre. Donc nous, on vient en secours de ce mécanisme-là en proposant aux agriculteurs de ne pas s'endetter. Il faut bien voir quand même que l'endettement, la course à l'agrandissement, tout ça a été un des problèmes des 2 ou 3 générations précédentes, où à force de s'agrandir, de viser des économies d'échelle sur des plus grandes surfaces, eh bien, on s'est retrouvé avec des exploitations qui étaient effectivement criblées de dettes sur plusieurs générations. Et alors évidemment, tout ça, c'est que des généralités, parce qu'il y a aussi des gens qui s'en sortent bien, il y a des gens très riches parmi les agriculteurs d'ailleurs, mais il y a aussi et surtout beaucoup de gens qui galèrent parce qu'ils étaient endettés. Et donc, nous, on veut les aider à sortir de ce modèle-là, où en gros, tu vas être endetté toute ta vie au moment où tu commences, et puis peut-être à la retraite, en revendant ton exploitation agricole, tu arriveras à t'en sortir. Donc, c'est toute une vie de labeur très difficile pour peut-être un jour s'en sortir à 65 ans. Donc, nous, on dit, n'achetez pas votre ferme tout de suite, mais par contre, on ne veut pas les priver du droit de l'acheter si, à un moment, ils en ont la volonté ou la capacité. D'où le principe de location avec option d'achat. Et cette location avec option d'achat, on essaie de la rendre la plus vertueuse possible pour dire que, évidemment, s'ils rachètent au bout de 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont locataires,
pour ceux qui ont déjà été locataires de leur appart et qui ont voulu l'acheter derrière, l'acheter au prix de marché quand ça fait 10 ans qu'on verse des loyers à son proprio, c'est quand même un peu pénible, mais c'est quand même la réalité de ce qui se passe la plupart du temps. Donc nous, on a essayé de trouver un moyen de rendre ce truc-là plus vertueux pour dire, attention, dans le futur, ce qui va compter quand même, c'est que les terres soient revitalisées, soient régénérées, effectivement, pour prendre le terme de manière très générique. Il aura fallu bien les entretenir et les gérer avec des pratiques qui, plutôt que de les épuiser, les revitalisent. Et donc ça doit avoir de la valeur. En vrai, ça n'a pas beaucoup à l'heure actuelle. Quand tu achètes des terres, c'est pas un truc qui rentre trop dans les critères d'évaluation, sauf quand elles sont évidemment trop dégradées. Mais on pense que dans le futur, ça va être le cas. Et donc, si les agriculteurs font bien leur boulot, c'est bénéfique pour eux parce qu'ils ont une agriculture plus productive et plus résiliente, mais c'est aussi bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Donc on reconnaît ça en se disant que si la ferme avait été achetée par FEV, on va dire en base 100 en 2024, et qu'en 2034, 10 ans après, les agriculteurs souhaitent y accéder, imaginons qu'elles valent, à dire d'experts sur le marché, 130, nous on va leur revendre à 115. Et c'est pour faire un compromis, une sorte de 50-50, de partage de la valeur. Alors ce que j'ai oublié de dire du coup en face... C'est comme ça aussi que vous vous rémunérez. Alors nous, on se rémunère pas du tout là-dessus, justement, parce qu'on ne veut pas être pas du tout dans cette équation-là. Pas de conflit. Pas de conflit, parce que voilà. Alors, attends, je te dis un truc, après on revient là-dessus si tu veux bien, parce que c'est important. Mais qui est derrière le côté, c'est pas FEV qui rachète. FEV, nous, on est organisateur finalement et gérant de ce mouvement-là. Mais derrière FEV, ce qu'il y a, c'est surtout une communauté à l'heure actuelle de 1500 citoyens qui ont mis à disposition de l'argent, donc de l'épargne à eux, sous forme d'un investissement. Donc c'est comme une foncière, c'est comme un fonds. C'est une foncière. Et donc, ces 1500 citoyens, ils ont mis à peu près 15 millions d'euros. Et avec ces 15 millions d'euros, on achète en commun les fermes. Donc, tous en tant que citoyens, on peut faire partie de ce mouvement-là, détenir des bouts de fermes à plusieurs. D'accord. Et on les met donc en location aux agriculteurs qui versent un loyer. Et donc, on est finalement dans des modèles assez classiques où cette assemblée de citoyens et citoyennes est propriétaire collectivement d'un portefeuille de fermes. Qui sont bien gérés et qui répondent à une charte agroécologique que FEV a définie, qui s'appuie sur l'agriculture biologique parce que nous, on n'a pas envie justement que le biologique s'échappe de l'équation, voilà, et qui vont même au-delà. Donc, on a mis plein d'autres critères pour renforcer un peu la portée des engagements que prennent les agriculteurs, y compris sur des critères, j'allais dire, socio-économiques. Donc, on les incite à diversifier. On les incite, quand ils peuvent, à multiplier donc les activités. Ça peut être, par exemple, de l'hébergement à la ferme. Ça peut être de la transformation à la ferme. Donc, si tu fais du lait, tout le monde sait très bien que vendre du lait de chèvre, c'est pas aussi performant que vendre des fromages de chèvre sur des marchés à des gens qui sont prêts à payer le prix parce que c'est quand même le fromage local et compagnie. Donc, d'internaliser la transformation. En fait, tu as fait une SCPI de l'agriculture. Alors, je l'emploie rarement le qualificatif comme ça parce que l'image peut parfois être un peu péjorative, mais oui, c'est fondamentalement l'équivalent de ça. Et donc, c'est de l'agriculture de demain, quoi. Une forme d'SCPI de l'agriculture de demain, où, par l'intermédiaire de FEV, en tant que tiers de confiance, les citoyens se disent « j'ai mis mon argent au service du truc le plus précieux qu'on a, qui est la terre agricole. Parce que si tu remets ça dans la hiérarchie des besoins, sans terre agricole, sans biodiversité, sans flotte, on sera tous morts. Et donc, on détient ça collectivement, on le met à disposition de la nouvelle génération et on leur dit « allez-y, faites bien les choses, c'est pour ça qu'on met notre argent à profit ». Et derrière, pourquoi est-ce que la plus-value, du coup, on la partage en deux? C'est que, évidemment, moi, si je voulais avoir plus de citoyens qui souscrivent à notre mouvement, il faudrait que je leur donne le maximum d'argent. Parce qu'au-delà du sens, les citoyens, si je leur donne le sens et l'argent, alors autant te dire, j'en ai pas 1500, j'en ai 1,5 million qui arrive. Mais en fait, c'est antinomique de ce qu'on veut faire. Nous, on est là pour aider la nouvelle génération à émerger. Comment puis-je faire pour être à la fois incentivé en tant que FEV, en tant que gérant, et pour contenter la communauté d'investisseurs que sont les citoyens FEV? Il n'y a rien de plus simple. Si je veux servir du rendement, je vais aller dans les campagnes, je vais aller voir les cédants, donc la génération qui part à la retraite, qui a trimé comme des malades, qui a connu des vagues de suicides. Donc en général, ils ont leurs voisins qui ont potentiellement suicidé parce que le métier était trop dur, qui ont connu tout l'agribashing qu'on a, les médias, tout le monde là. Nous, on achète de la merde de supermarché, mais on n'est pas content comme nos agriculteurs. Voilà. Et puis je vais leur dire, alors ton exploitation, tu veux la vendre 750, moi ce que je fais, c'est que je vais te faire une offre à 500 là tout de suite, et c'est valable jusqu'à demain. Et voilà, on pourrait faire ça. Il y a des gens qui le feront sûrement. Donc ça, c'est horrible, t'imagines. Donc tu vas, tu mets un couteau sous la gorge des gens. Après, tu pourrais te dire, pour maximiser ça, donc j'ai acheté à pas cher, et puis après, je vais aller revendre bien cher à la personne qui s'installe. Sauf qu'en fait, tu comprends bien que,
Et puis, moi, je vais m'incentiver en tant que FEV sur la plus-value. Et puis, si je suis un bon gérant de fonds, c'est j'aurais fait une belle plus-value et donc c'est là où je gagnerai beaucoup d'argent. Et là, tu as créé un modèle qui est complètement déséquilibré et qui agit au profit du citoyen, qui est en train de détenir ce qu'on a de plus précieux pour exploiter une génération de gens quatrième. Enfin, t'imagines comment le truc est ténu. C'est extrêmement sensible. Et où c'est, voilà, en fonction de comment tu mets le curseur, tu peux complètement changer la donne sur ton modèle. Donc, nous, on a dit, c'est pas possible, c'est pas ça qui se passe. Donc, très bien. By design, si on veut, désolé, j'emploie encore des mots par moment, des reliquats de mon ancienne vie. C'est ça. Désolé. Mais par construction, tu essaies de te dire que on peut pas faire ça, donc on peut pas aller acheter. Évidemment, on est là aussi, on a une responsabilité pour les citoyens. On peut pas acheter au mauvais prix non plus. Hein. Je peux pas dire ce que j'ai pas dit, mais il faut quand même être il faut être vigilant. Il faut acheter au prix normal, mais on n'est pas en train de mettre le couteau sur la gorge des gens qui vendent. Et surtout, s'il y a une plus-value, on estime qu'elle doit être partagée entre les citoyens. Donc, c'est eux qui vraiment bénéficient de ce 115 au milieu des 100 et des 130 que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est aller entre les citoyens et les agriculteurs. Les agriculteurs, parce qu'on a besoin d'eux, c'est eux qui nous nourrissent et on cherche à les aider. Et les citoyens, parce que s'ils ne mettent pas leur argent, il n'y a rien de tout ce que je viens de décrire qui se passe. Et il faut reconnaître que les deux sont nécessaires et accepter que les citoyens font ce truc-là en connaissance de cause et sans attendre du coup une rentabilité démesurée, puisqu'elle est amputée de moitié par construction, dès le départ. Ouais. Bon, ça fait pas non plus une rentabilité nulle. Ça fait pas une rentabilité nulle, ça. Nous, on vise du 2, 3, 4%. Plus personne, évidemment, peut savoir de quoi demain est fait. Ce qui nous aide beaucoup dans ce contexte-là, c'est que on est un agrément donc de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle ESUS, au titre d'une foncière. Donc, cette foncière-là, elle est reconnue d'utilité sociale, on va dire. Et grâce à ça, les gens qui souscrivent dans notre dispositif ont le droit à une réduction d'impôt de 25% sur leur investissement, au même titre que tu as dans d'autres secteurs quand tu investis dans des PME. Donc, tu investis 1 000 € dans une PME et tu peux avoir, dans certains cas, 25% de réduction. Ce dispositif-là, d'habitude, il n'est pas ouvert aux foncières, puisqu'en fait, l'État n'est pas là pour donner une sorte de prime à l'accession à la propriété. Ça, c'est pas son intention initiale. Mais le côté solidaire, alors c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi ils font pas ça? Et heureusement qu'ils le font pas, c'est que l'État est pas là pour filer de la thune à des gens qui sont en train de devenir propriétaires d'un hôtel ou d'un truc comme ça. Il y a déjà plein de moyens de... Voilà. Donc, à la base, c'est normal. Et par contre, c'est là où il y a quand même des choses positives, et il faut les dire, pardon. Se dire que comme elle est solidaire, cette foncière arrive à rentrer dans cette case-là. Ça nous permet donc d'avoir des citoyens qui donnent le sens, reconnaissent que la rentabilité, elle est partagée, et l'État donne son coup de pouce en apportant un incrément de rentabilité bienvenu. Alors, merci Marc pour tout ça. C'est vraiment formidable et hyper intéressant. Et j'ai plein de questions. J'espère que je les ai en tête. Mais je vais commencer par l'illustration là, vraiment de ce dont on vient de parler, d'une personne que j'ai accompagnée, que j'accompagne toujours et qui est vraiment un type formidable, qui a été interviewé dans Nouveau Récit, il s'appelle Didier Nicolas. Et ce type, très attaché aussi à la nature, au vivant, à ses sujets d'agriculture, a décidé de vendre une boîte qu'il a créée dans le domaine des RH et de l'intérim, Celtic Emploi. Juste avant la Covid, il a été bien inspiré. Et il a réutilisé ces fonds-là pour le réinvestir dans un nouveau modèle qui s'appelle les Jardins de l'Éveil, en Bretagne, entre Landerneau et Brest. C'est un parc naturel éducatif. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants au vivant. Et alors, les fonds ont été versés dans sa holding, puis dans une SCI qui a organisé l'ensemble de la rénovation du parc et des parcelles. Donc, en gros, il y a des animaux. Enfin bref, là, une exploitation agricole. Mais financièrement, c'était la SCI qui portait. Il ne le faisait pas porter par les structures économiques qui pouvaient, elles, être aidées par les collectivités, par l'État. Oui. Mais parce que les fonds sortaient d'une SCI et donc d'un support patrimonial, c'était plus possible. D'accord. Mais d'un point de vue montage juridique, c'était pas possible de faire autrement. Et il s'est amputé d'un nombre de subventions et d'aides financières importants. On l'avait accompagné avec le conseil régional et je tiens à saluer le conseil régional de Bretagne qui, malgré le côté extrêmement hybride, a réussi à mettre un petit peu de sous dedans. Mais pas autant qu'il l'aurait pu ou qu'il aurait d'abord désiré, mais vraiment qu'il aurait pu. Et puis, donc on voit quand même la complexité sur ces schémas que l'on a à accompagner ou pas financièrement aussi des nouveaux modèles, typiquement. Donc en cela, FEV est aussi un acteur important parce qu'il y a de l'innovation dedans. Tu vois. Donc à toi de me dire d'ailleurs si d'autres foncières de ce type-là existent ou pas.
Et peut-être que tu vas nous expliquer ça. Et l'autre question, enfin là, c'était plutôt une remarque, hein, évidemment, mais ma question, c'est la vocation. Tu l'as dit, tu l'as évoqué, il y a un vrai problème. Les agriculteurs se sont vraiment mis la tête dans le trou de l'investissement et ont du mal, et il y a un vrai problème de suicide. On voit que le métier du vivant, c'est un métier où on n'a pas de vacances, où humainement, c'est compliqué. Donc, pour s'installer, il faut avoir faut être convaincu. Voilà. Est-ce qu'il y a une crise de la vocation? Est-ce que toi, tu la distingues? Est-ce que, au contraire, FEV, c'est aussi remettre un petit peu d'espoir auprès de toutes ces personnes qui ont envie de s'engager et qui ont envie de travailler dans la terre et qui se disent, ah tiens, voilà, là, j'ai trouvé un moyen pour moi de me sécuriser et de porter un projet qui fasse sens. On le la question voit, de la vocation. La question de la vocation, alors, nous, on a fait 17 fermes. On en fera 25 de plus cette année. Donc, on va essayer de lever un peu moins de 20 millions de plus cette année pour faire 25-30 projets de plus. C'est un petit nombre de personnes. 17, sur les 17 fermes, je crois qu'il y a 28 agriculteurs et agricultrices, ce qui est déjà chouette. Sur les 200 000, c'est un peu epsilonesque. Exactement. En fait, c'est ça le souci. Donc, après, c'est lié au fait qu'on démarre et lié au fait que, de toute façon, ça reste des budgets énormes, puisque, comme je te l'ai dit, chaque ferme, c'est 700 000 euros aux citoyens à trouver. Donc, voilà. Nous, notre ambition, pour te dire, c'est dans 3 ans, on soit capable de lever 100 millions d'euros par an. On est sur des montants gigantesques. D'accord. Pour accompagner 150-200 fermes, et donc probablement 300-400 agriculteurs chaque année. Et bon, après, on verra si on peut faire encore plus, mais ça, c'est le prochain objectif. Et avec ça, tu convertis à des pratiques exigeantes qui vont dans le sens du vivant, justement, la surface de à peu près 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est un seuil assez symbolique, puisque c'est la surface d'une ville comme Paris, ou Toulouse, ou Lyon. Voilà, toutes les grandes villes sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Des 100 km². 100 km², c'est 10 000 hectares. Avec 10 000 hectares, tu as besoin de 100 millions d'euros, à peu près, pour les convertir. D'accord. Donc, nous, ça c'est quand même à la ambitieux, fois epsilonesque. Tu comprends le problème. C'est epsilonesque et ultra ambitieux à la fois. Donc, ça te montre à quel point il faut... voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Après, sur la vocation, tu vois, on a eu une soirée, on fait des soirées avec notre communauté de citoyens engagés, du coup. Ouais. On était... c'est combien le ticket d'entrée? Ticket d'entrée, c'est 500 euros. Ah oui, ça, c'est accessible. Ah bah on a des souscriptions de 500 000 euros à, pour l'instant, quasiment 1 million d'euros. OK. C'est vraiment très ouvert et ça fait partie du mouvement également. C'est que, en fonction de ses priorités et de ses moyens, on a dans nos bases d'investisseurs des gens qui sont étudiants et qui ont décidé leurs premiers 500 euros de les mettre chez nous. Donc ça, c'est... Voilà. Et la vocation... C'est liquide? C'est liquide. Alors, je vais dire non, parce que c'est pas trop le sens de... Ouais. Alors, c'est liquide à 7 ans principalement, parce que si tu veux bénéficier de la réduction d'impôt, il faut que en échange de ça, l'État, et à juste titre, je pense que c'est une super décision, te demande de conserver tes parts ou tes actions pendant 7 ans. C'est valable si tu investis dans n'importe quelle PME et que tu bénéficies de ce dispositif. Donc, il y a une forme d'illiquidité qui est liée à ça. Après, après, on tombe dans la financiarisation du vivant aussi. Exactement. Donc, de toute façon, pour moi, je dis aux gens, c'est un placement, vous l'envisagez à 7 ans, parce que de toute façon, c'est un seuil relativement technique et cohérent, mais envisagez-le même plutôt à 15 ans ou pour les gens qui ont notre âge, plutôt pour vos enfants. Donc, c'est pas tellement ça le sujet. Et donc, la vocation, pour revenir à ta question, c'est, nous, dans ces soirées-là, on fait venir les agriculteurs pour qu'ils témoignent de leur parcours avec FEV, et souvent, c'est pas que leur parcours avec FEV, c'est leur parcours de vie qui les a amenés à reprendre une exploitation et devenir agriculteurs. Et littéralement, ils nous racontent que, voilà, sans ce genre d'aide, ils pouvaient pas mener à bien leur projet. Donc, ces histoires-là, nous, on essaie d'en créer des belles tous les jours pour que ça finisse par se savoir et diffuser et que ça puisse alimenter très en amont un renouveau des vocations. Mais effectivement, on est sur quelque chose qui est très pragmatique, très aval par rapport aux vocations. Je suis pas en train de travailler sur la sensibilisation à l'école, sur les personnes les étudiants de collège ou du lycée. C'est quoi le profil des agriculteurs qui viennent taper à ta porte? C'est très varié. Mais nous, ce qu'on essaie d'aider, c'est évidemment ceux qui ont le profil pour réussir. Et le profil pour réussir à l'heure actuelle, alors il faut savoir qu'il y a énormément de gens, c'est quasiment les 2/3, qui sont qualifiés de hors cadre familial. Hors cadre familial, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le schéma historique de reprise par les enfants de l'exploitation des parents. Donc ça peut être toi et moi qui avons décidé de un moment passer à autre chose et de s'installer en tant qu'agriculteur.
Mais là, entre ce moment-là et le moment où tu es en capacité d'être, j'allais dire, pertinent pour devenir chef d'exploitation, nous, on pense que souvent, ça passe par quand même une phase d'acquisition d'expérience sur le terrain où tu vas être salarié agricole. Donc, c'est à la fois, beaucoup de profils qui peuvent venir d'autres horizons, mais aussi des gens qui ont pris le temps de passer par une case pour acquérir. C'est un peu chaud. Moi, je peux pas venir te voir en disant j'ai envie de m'installer, j'y connais rien. Il y a des gens qui peuvent le faire. Ça dépend de où tu es dans ta prise de risque, de tes moyens financiers, tout ça. Si tu es déjà très confortable et que fondamentalement, tu sais que tu peux accuser tu pourrais te dire que tu prends tes 4-5 ans pour apprendre toi-même. Ça reste minoritaire quand même comme type de profil. On a aussi par contre des étudiants qui ont fait des écoles d'agro et on a installé récemment en Creuse deux jeunes étudiants agro Toulouse de mémoire qui sortaient de l'école. Donc on n'est pas là à dire qu'il y a toujours eux ils ont le bon background pour faire les bonnes études, ils vont se lancer, ils vont prendre le risque, ils vont être accompagnés. Quel type de culture là? C'est encore beaucoup de polyculture élevage. Okay. Mais donc il y a un peu tout, mais c'est vrai que le profil un peu dominant, c'est comme si tu devais faire un profil type entrepreneuriat. Il y a des gens qui se lancent à la sortie de l'école, mais il y a aussi des gens qui se lancent à leur trentaine ou parfois un peu après. En ayant déjà eu 7-8 ans d'expérience, en ayant développé un peu leur réseau professionnel, en étant un tout petit peu plus confortable et mis quelques économies de côté. Parce qu'il y a un peu d'autofinancement quand même. Oui, il faut aller voir la banque pour dire j'achète du matériel. Ils vont dire c'est quoi votre rapport personnel. Tu peux pas dire à Fève j'ai rien, dire à la banque j'ai rien. Et puis en plus j'ai pas d'expérience. Et puis en plus je bossais avant dans l'informatique. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment ça finit par se voir que ça va être compliqué quoi. Donc, t'es obligé de... Tu vois, c'est normal. C'est un des métiers les plus nobles et les plus difficiles aussi. Donc, faut quand même... Et c'est quoi à peu près, justement, en pourcentage, la part d'autofinancement ou de financement personnel qu'ils mettent pour accéder à ce genre de ferme? Nous, sur la partie purement foncière, on leur demande de mettre 2,5% du montant. D'accord, ok. C'est juste pour être partie prenante dans la SCI. Tu parlais de SCI tout à l'heure. On a une SCI au niveau de chaque ferme. C'est pour être intéressé, avoir un pacte d'actionnaires avec eux. Enfin, on essaie vraiment de bien cadrer les choses. Et donc, il faut qu'ils mettent quelque chose. Et si tu prends une ferme à, disons, 1 million d'euros, même si c'est un montant un peu plus gros que la moyenne, ça veut dire quand même qu'ils mettent 25 000 euros. Donc, ils ont déjà 25 000 euros de leur foncier. Ça aligne là aussi un peu les intérêts. Mais c'est accessible, en fait. Ça, c'est accessible. Après, la banque, je sais pas exactement comment elle leur demande, mais je pense qu'elle leur demande plutôt 10-20% ou 30% comme sur beaucoup de dossiers. Et juste pour revenir en fait à un sujet que tu as évoqué, pourquoi le prix moyen de la terre en France est moins élevé qu'au Royaume-Uni, en Belgique ou ailleurs? Alors, je sais pas si c'est... Même si c'est très variable en fonction de la culture, mais... Ouais, je sais pas si c'est que ça, mais nous, on a un organisme qui s'appelle la SAFER et qui veille un organisme justement... public et qui aide justement à l'installation et qui... aux transactions. C'est ça, qui veille à ce que les transactions se fassent à des prix de marché et qui... que ça reste accessible. Il régule un petit peu le prix. Il régule le foncier. Et donc, alors, il y a sûrement une partie qui est liée à ça. Après, il y a, pour des pays qui ont des surfaces beaucoup plus petites, comme la Belgique et les Pays-Bas, tu es surtout sur une question de rareté. Tout ce qui est Royaume-Uni, je sais pas, honnêtement, si c'est lié purement à ça aussi ou pas. Mais on a la chance quand même, plutôt une chance d'avoir cet organisme qui régule ça pour éviter... d'une part, déjà, les ingérences étrangères. Enfin, ils ont une mission quand même qui est de favoriser l'installation, de privilégier ces installations à l'agrandissement des autres exploitations, d'être capable de veiller à ce que n'importe qui ne devienne pas propriétaire si on peut justement installer des jeunes dans le coin. Donc, cette mission-là, elle est extrêmement alignée avec celle de Fève. Et donc, ça nous permet, nous, de collaborer avec eux pour racheter les fermes sereinement. J'imagine que vous ne vous lancez pas dans... je sais pas, en fait, de la viticulture. La viticulture, on n'a pas fait parce que souvent, c'est des terres beaucoup plus chères. Et comme tout est question de diversification chez nous, souvent, la viticulture, c'est malheureusement une monoculture parmi d'autres. Et donc, mais il y a des discussions en ce moment parce que la viticulture, c'est une filière dans plein de cas, notamment le Bordelais qui est en crise. Il y a des politiques d'arrachage parce que les débouchés sont plus là. Et donc, même dans les vignobles, les questions de diversification et d'agroécologie se posent. Donc, il est possible que dans un futur proche, on ait aussi des exploitations parmi lesquelles un atelier, au même titre que la polyculture élevage, pourrait être la vigne. Mais tout ça, ça dépendra aussi du prix et, j'imagine, des endroits. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui va se développer? Parce que là, je vois bien, au lieu d'investir dans la pierre, au lieu d'investir dans de pauvres appartements avec des modèles de défiscalisation, on décidera plutôt effectivement de mettre son argent et de placer son argent dans des modèles comme dans Fève. Effectivement, ça rapportera
comme ça rapporte si on revendait un appartement 10, 15 ans plus tard. Mmh. Bien. Il y a une autre entreprise là que j'ai interviewée aussi à Nouveau Récit avec Baudouin Verken et Écoterie. Oui. On achète un ou des arbres, on crée des puits de carbone et l'investissement est long terme puisqu'on récolte le fruit de cet investissement-là une fois que l'arbre est prélevé et puis exploité pour faire du bois de charpente ou que sais-je encore. Tu as d'autres exemples, toi, en tête? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a inspiré le modèle de Fève? Est-ce que tu as vu des modèles ailleurs? Est-ce que c'est sorti un petit peu de... Parce que vous êtes en plus plusieurs cofondateurs, en vérité. Tu n'es pas tout seul. Oui, on est 3 cofondateurs avec Vincent et Simon. Tu m'as posé une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu, mais c'est l'acteur historique qui fait des choses... on fait plutôt des choses très comparables à eux, c'est Terre de Liens. Donc, c'est une autre foncière qui permet aux citoyens de mettre à contribution leur argent pour acheter des terres agricoles. C'est étonnant, mais ça n'a pas été une source d'inspiration dans le sens où nous, on était en train d'avancer. On les a rencontrés finalement. C'est souvent comme ça. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as des idées, tu essaies de résoudre des problèmes. Et puis un jour, tu te dis, en fait, ils font ça déjà. Déjà eux. Ouais. Et donc, ils étaient là largement avant. En fait, je dis souvent, on fait des choses similaires tout en n'arrivant pas du même endroit. Et pour autant, en ayant des sensibilités, je pense, assez proches. Mais il y a une chose qui est différente entre eux et nous, c'est que historiquement, Terre de Liens a voulu justement sanctuariser la terre agricole et en faire un quasi commun. Donc détenir la terre agricole par les citoyens, mais ne jamais la remettre sur le marché pour se prémunir de logiques de spéculation éventuelle. D'accord. Qui est une bonne idée. Et tout à fait louable. Vous ne l'avez pas adopté quand même. Alors nous, on ne l'a pas adopté parce que c'est pas, quand je dis on ne vient pas de là, c'est que moi, si je devais choisir, à un moment, si on me disait est-ce que tu penses que la terre doit être un commun ou possédée par des gens, je pense que je choisirais comme Terre de Liens la notion de commun. Sauf que nous, on n'a pas fait ce projet-là en pensant à ça au début, contrairement à eux. On était vraiment focalisé sur le déploiement des pratiques agroécologiques et sur le fait de maximiser notre impact en déployant le plus possible de fermes comme ça. Et un peu comme tu parlais de Lucie avec Too Good To Go, notre indicateur, nous, il est assez simple. On a une charte, elle est performante, elle est vérifiable, et on a des hectares et on convertit. Donc, il y a de plus en plus de fermes, de plus en plus d'agriculteurs qui travaillent comme ça. Et donc, tu peux regarder le modèle Fève ultra minoritaire, epsilonesque, mais il grandit. Ouais. Et progressivement, il essaime sur le territoire. En quoi ton expérience à Dataiku t'aide avec Fève? Parce que c'est quand même une démarche entrepreneuriale. Ouais. Il y a un switch entre la tech et le vivant. Donc, il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais la première, c'est en quoi ces années d'expérience à développer une des premières licornes françaises, en vérité, t'aide aujourd'hui? En vrai, à plein de choses. Moi, j'étais obsédé pendant des années par le positionnement finalement du produit, donc la capacité à expliquer ce qu'on fait, faire en sorte que les gens puissent comprendre notre valeur ajoutée. Donc, cette dimension commerciale de l'entrepreneuriat, de créer ton offre, créer ton pricing, créer ton marché, et être capable de comprendre quels sont les déterminants du passage à l'action pour les clients, c'est des choses qui sont valables, quelle que soit l'activité. Je n'emploie même pas business à dessein. C'est que tu sois une association ou une entreprise et que tu serves un propos, il faut créer quelque chose. Et moi, souvent, quand je repense au chemin qu'on a fait avec Dataiku, il y a plein de choses qui sont admirables et sûrement difficiles. Mais fondamentalement, je pense que faire Fève, c'est plus difficile en le sens où, quand on a fait Dataiku, c'était un logiciel. On était en phase de passage au début 2013-14 des modèles historiques où tu vendais des licences de logiciels. T'achetais, tu payais un truc, tu avais le logiciel pour toi et après, chaque année, on te demandait de payer un petit supplément pour la maintenance, mais c'était le modèle licence-maintenance classique du logiciel. On était en train de passer au modèle récurrent, donc ce qui est devenu le software as a service, où tu payes des abonnements et tout ça. Donc, ça, déjà, on trouvait ça compliqué. Mais fondamentalement, c'était un mouvement en marche qui était un peu codifié. Et les gens, et la transaction fondamentale entre le client et le fournisseur était connue. Le fournisseur Dataiku apporte un logiciel et le client reçoit ce logiciel en échange d'argent. Facile. Ouais. Quand je pense à Fève, nous, on a passé pendant 1 an à essayer de comprendre comment on se positionnait, quel était notre rôle fondamentalement dans ce financement du foncier, où est-ce qu'on prendrait notre part, notre commission pour être capable de vivre de ces activités et développer le modèle plus avant. Mais par contre, là où ça se rejoint beaucoup, c'est que il y a une logique de construction d'offres qui est forte, de positionnement même, tu vois, le positionnement de marque de Fève est encore plus complexe et fort que celui de Dataiku. Et pourtant, ils sont plus évidents.
Alors, parce que ça fait 4 ans et que du coup, on a bien avancé, peut-être. Ah ouais. mais fondamentalement, tu parles aux citoyens, Mm. tu parles aux agriculteurs qui s'installent, tu parles aux agriculteurs qui partent, tu parles aux acteurs de l'accompagnement qui te regardent en chien de faillance parce qu'ils disent qui c'est, ce qu'ils font, qui arrivent là, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux, Alors qu'est-ce que qu'ils vont nous, ça faire. fait des dizaines d'années qu'on Alors, s'en ça fait des occupe. dizaines d'années qu'on s'en occupe. Les gars, c'est bon, c'est sous contrôle. Donc, après, enfin, c'est quand même un sacré bazar. Quand tu es dans l'écosystème des startups, même tes concurrents, tu les retrouves dans les events et tu bois une bière avec eux. Ouais. Pas pareil. Ouais. C'est vraiment très différent. donc, tu as T'es arrivé dans un monde très institutionnel, en plus assez conservateur. Ouais. Sûrement, mais aussi politisé, les syndicats. Enfin, tu vois tout ce qui se passe dans l'actualité à l'heure actuelle. Donc, nous, on est arrivé avec une posture très, je sais pas si ça se décrète, mais en tout cas, on a essayé d'être humble pour dire, on va parler à tout le monde et on va dire ce qu'on a prévu de faire, mais on va surtout pas dire aux gens qui font mal leur boulot parce qu'on n'en sait pas grand-chose en vrai. Et donc ça, c'est un travail qui a pris un peu de temps et qui paye déjà maintenant depuis plusieurs années et qui a permis à FEV de commencer à émerger comme un acteur acceptable, y compris pour l'environnement existant. Ça, c'est un très gros travail. C'est un gros travail. Ouais. Alors maintenant, il faut qu'on fasse plus de choses au niveau, je pense, de la sphère politique. Enfin, il y a évidemment plein d'accostages à faire à tous les niveaux. Ouais. Mais le fait de pouvoir parler aux chambres d'agriculture, aux SAFER, relativement sereinement, ou même très sereinement, pour celles qui commencent à nous connaître, bah, c'est quelque chose qui fait que voilà, on avance. Et ce mouvement citoyen d'arriver à lever autant d'argent auprès des gens, est quelque chose qu'a fait Terre de Liens par le passé et que donc eux ils lèvent 20 millions par an à peu près chaque année. Nous on va lever 20 millions aussi. Après tout ça va grandir. Pour donner un ordre d'idée, le foncier agricole c'est 6-7 milliards d'euros échangés chaque année. Donc là aussi on voit le côté epsilonesque du truc. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin des centaines de millions et des milliards. Voilà. Un ordre de grandeur. Alors attends, juste pardon. Sur ces 6-7 milliards, quelle est la typologie des exploitations échangées? Bah ça, après, ça peut être toutes les exploitations, mais je veux dire, ce sont celles qui sont en dehors des financements que nous, on propose et qui peuvent, typiquement, le scénario dominant sur une exploitation qui part, c'est pérennisation du modèle actuel. Ouais, c'est ça. Et dans certains cas, pas rare du tout, consolidation de ce modèle-là par l'agrandissement d'exploitations déjà très grandes. Bah oui. Le vrai fléau. Le remembrement. C'est continuité du truc qui va pas. Ouais. Voilà. Et je voulais te dire, donc, par rapport à Terre de Liens, là, parce que ça me revient maintenant, c'est la différence, du coup, qu'on a cherché à adresser, nous, c'est de se dire que là où Terre de Liens avait choisi un combat qui était sur la propriété, nous, on s'est dit, on veut, quitte à ce que cette terre soit possédée par quelqu'un, il y a deux possibilités, c'est les citoyens, donc ça, c'est comme eux, fondamentalement, elle est possédée par les citoyens, et c'est un dispositif très, très similaire, ou les agriculteurs. Et donc, on a organisé le fait d'être capable d'encadrer cette option d'achat pour la rendre la plus, lisible et pertinente. Donc, nous, on a dit, les gens ne vont pas spéculer, puisque déjà, il y a la SAFER. 2, la plus-value, elle est partagée entre les deux. Et on revend à l'agriculteur en reconnaissant son travail. Donc, on a choisi plutôt de compléter ce qu'il faisait, donc, en se positionnant différemment sur le fait que l'agriculteur puisse racheter. Ouais. Et en mettant les garde-fous parce que ça le sécurise. Ça le sécurise lui et en disant, attention, on n'est pas là pour servir une rentabilité de malade aux citoyens. Ouais. Et à la fin, c'est peu de différence, mais c'est suffisamment de différence pour que des gens soient convaincus plutôt par le modèle en location seulement et aient envie de passer par Terre de Liens, et d'autres se disent, en fait, je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait. Pour l'instant, il est évident que je n'ai pas la capacité d'acheter, et peut-être même pas l'envie. Et puis, qui sait ce que j'aurais envie de faire à 45 ans, et est-ce que j'aurais envie de pouvoir sécuriser et acheter moi-même mon lieu. Et nous, on a choisi de dire que notre mission s'arrêtait là, et que si les personnes, les agriculteurs qu'on avait aidés souhaitaient accéder à cette ferme, on était OK avec ça. Voilà. D'accord. Et c'est ça une différence. Donc on est sur une ligne philosophique finalement assez ténue, puisque on a le droit de reconnaître que la propriété pourrait être un commun, mais dans l'état actuel des choses, on s'est dit, si les agriculteurs veulent acheter, on est d'accord avec ça. D'accord, OK. Il y a des questions à propos justement en fait du produit de la vente issu de ces fermes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous intervenez? Est-ce que ce sont des discussions que vous avez avec les repreneurs? Parce que certes, il y a la manière dont on produit, et c'est important, mais il y a aussi toutes les questions commerciales, de relations aux distributeurs, de filières. C'est des trucs sur lesquels vous êtes engagé et vous réfléchissez ou pas? On réfléchit, mais on n'est pas... Notre vision, c'est qu'il doit, comme dans beaucoup de choses, déjà, c'est effectivement, dans l'état actuel des choses, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de bien penser sa commercialisation. Ouais. Il y a probablement plus de marge et de valeur ajoutée à aller chercher sur
la maîtrise de ta filière en aval que du temps sur le tracteur ou de ton rendement au pouillème près. Parce que ça, c'est déjà assez petit. Il faut toujours mieux faire, mais... Oui et non, mais c'est surtout qu'il y a une très, très grosse différence. Là, en fait, le drame dans ces modèles entre l'agriculteur, le consommateur, et au milieu, tu mets au moins 2 acteurs, mais en général, tu en as beaucoup plus d'industrie agroalimentaire, de transfo, et puis de la grande distribution. C'est que le partage des marges, c'est connu, il n'est pas en faveur des agriculteurs, et il n'est pas favorable aux consommateurs non plus. Et donc, nous, on les incite à, évidemment, transformer quand ils peuvent une partie de leur production. Ça s'applique pas à tout, mais il y a des cas où ça marche bien. Vendre en circuit court quand ils peuvent. Et on va jusqu'à leur dire que le bon mix, c'est pas 100% circuit court. Parce qu'en fait, là aussi, il y a parfois des confusions des genres. Tu peux pas passer des modèles complètement filière longue, intermédiaire, tout ça, à un truc je fais en circuit court, pour une bonne et simple raison, qui est que les circuits courts, ça va te permettre de maximiser peut-être ta marge en distribuant en direct ou presque, mais ça ne te permet pas forcément d'écouler les surplus que tu as les bonnes années. Et l'agriculture étant faite d'aléas, il faut savoir gérer les mauvaises années. Et comment tu gères les mauvaises années, c'est en étant capable d'absorber les bonnes. Et absorber les bonnes en circuit court, c'est pas si facile que ça. T'as pas forcément tes magasins ou ton petit marché qui va savoir prendre 30% du jour au lendemain. Donc en fait, il y a plein de logiques comme ça sur lesquelles nous, on les accompagne à réfléchir et à bien se positionner pour être performants dans leur commercialisation. Mais là, si je peux me permettre une digression, c'est que ça t'amène à un sujet qui est plus vaste, qui est que, est-ce que vraiment on pense que c'est ça le rôle de l'agriculteur, de devoir penser comme un entrepreneur, une stratégie de commercialisation qui est plus complexe fondamentalement, là encore, que de celle d'un commercial chez Dataiku ou dans n'importe quelle boîte de SaaS, dit non. Enfin, moi c'est un truc sur lequel je suis assez en réaction, en disant qu'on ne peut pas attendre de nos agriculteurs qu'ils soient des traders sur le marché. Pour autant, c'est un truc que j'ai appris il y a 2 jours. Là, notre agriculteur Mathieu, qui est dans la Creuse lui aussi, disait on sait pas quoi planter en ce moment. Alors là, tout le monde dans l'auditoire, c'est en plus un auditoire de citoyens engagés, mais il y a plein de cadres sup, d'entrepreneurs, ça. Il dit j'en comprenne pas, tu vois, ça lève la main. Je comprends pas, Mathieu, pourquoi tu sais pas ce que tu dois planter maintenant ? Moi, je pensais qu'il allait nous dire que c'est à cause de la pluie, parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu. Alors, on sait qu'il faut qu'il pleuve beaucoup plus, notamment par rapport aux 2 années qu'on venait de se taper avant. Mais quand tu as la pluie, au printemps, le sol est détrempé, tu rentres pas le tracteur, tu peux pas semer. Voilà. Bon, je pense qu'on était un certain nombre à s'attendre à ça. Il dit non, je sais pas quoi planter parce que je sais pas ce que les gens vont m'acheter dans 6 mois ou dans 9 mois. Et là, on dit qu'est-ce que tu veux dire ? D'habitude, on sait ce qu'on doit planter parce qu'on a une vision sur les cours et nos intermédiaires, les brokers nous disent voilà ce qui va se passer. Donc déjà, les gens ont cette visibilité et donc sont en train de faire un calcul de on va semer ça parce que le blé vaudra tant dans 6 mois. À ce moment-là, ce qui se passe aussi, alors ça, je savais un peu tout ça, mais tu vas voir, la conclusion est plus surprenante finalement. Et donc dans certains cas, même on leur dit tiens, je peux te passer un petit contrat à terme où en fait, on ne sait pas combien vaudra le blé là, mais par rapport à ce qu'on pense qu'il vaudrait bientôt, je peux te le prendre maintenant pour les 3 prochaines années à tel prix. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc là, on est dans des sortes de logiques un peu assurantielles. Vente à terme, tout ça, génial. Donc là, moi, je sais pas faire ça en bourse. Je n'achète pas d'actions et si on me demandait de faire ça, c'est une torture mentale horrible. Rappelons-nous quand même que l'agriculteur, il est là pour produire de la bouffe, qu'on mange et avec laquelle on vit. Et donc à la fin, comme il sait pas ça, tout ça, là, les sujets en ce moment, c'est la géopolitique, évidemment, avec la Russie et l'Ukraine, la mer Noire et tout ça. On sait pas ce que va devenir le blé ukrainien. Et donc, ça nous ramène à quoi, ça ? Ça nous ramène à l'enjeu de souveraineté alimentaire. Il est qu'on a quand même des agriculteurs qui disparaissent, on a des produits qui sont de moins en moins bons, voilà. Et nos agriculteurs sont en attente d'un ordre hypothétique des marchés mondiaux pour savoir ce qu'on va bouffer. Et moi, je dis, mais stop, c'est fini. Moi, c'est délirant. C'est délirant. C'est dit, mais t'es dans la Creuse, sur ton smartphone, à regarder les cours à regarder, à échanger des SMS avec des mecs pour savoir ce qu'il va falloir planter. Alors que la seule chose qui devrait être importante pour savoir ce qu'on va planter, c'est ce dont on a besoin pour manger. Et donc, on devrait peut-être, à un moment, en France, et j'imagine ailleurs quand même, se dire que ça, on s'en fout, et que, par définition, l'agriculture est un truc régalien, ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui doit nous nourrir coûte que coûte, et qu'on parlera de la mondialisation, du libre-échange et de nos excédents éventuels, une fois qu'on aura sécurisé l'essentiel. Et donc, si on veut tant de blé parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit bouffer
et tant de poulets et tant de porcs et tout ça. Et donc, ça renvoie à une logique de planification agricole et écologique. On pourrait aller, parce qu'il y a quand même une planification écologique, ça existe dans le vocabulaire du gouvernement également. Mais on devrait se demander ça, orienter ça, sécuriser nos agriculteurs en disant que de toute façon, c'est la France, c'est nous, en tant que citoyens, qui allons assumer ce risque-là. Et pour le coup, c'est un quoi qu'il en coûte, là. S'il faudrait un quoi qu'il en coûte, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'étais complètement éveillé. Donc, cette logique de... c'est pour ça, je pensais à ça quand tu me parlais, tu m'interrogeais sur la commercialisation. Ouais. Nous, on est les premiers à dire que dans l'état actuel des choses, évidemment qu'il faut être performant à commercialiser. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, il est, pourquoi accepte-t-on de déléguer à, moi, j'appelle ça là aussi, je veux vexer personne, mais on va prendre une analogie, les chauffeurs Uber de tracteurs. Ouais. Il y a quand même eu pas mal de procès dans différents pays pour assimiler les chauffeurs Uber à des salariés parce qu'en vrai, leur pouvoir de décision, il est comme ça. Tu refuses une course, ça va. Tu refuses deux courses, boum, t'es viré. Le prix, il est contrôlé par une plateforme. Donc voilà, Uber nous vend le fait que c'est une plateforme de mise à disposition d'une catégorie sociale privilégiée d'entrepreneurs qui gèrent leur emploi du temps. On pourrait dire que c'est à peu près pareil pour les agriculteurs. Bon. La réalité, c'est qu'on leur demande de faire un truc qui leur échappe complètement. Voilà. Bon, évidemment, tout ça, c'est pas, voilà, il y a quelques-uns qui tirent mieux leur ficelle là-dedans et qui sont probablement responsables de ces situations. Mais moi, je pense que c'est complètement irresponsable à l'heure actuelle, en termes de politique publique et nous, en tant que citoyens, d'accepter cet état de fait. T'as personne qui s'attaquerait à ça. Personne ne déciderait de remettre en cause la manière dont on vend et redistribue malheureusement, en fait, les produits de la... En fait, on est qu'aux prémices de ça. Moi, je pense que personne tout seul ne peut le faire, mais nous, collectivement, en tant que citoyens, on a le droit quand même de porter ces sujets plus avant. Ouais. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et notamment, ce qui se passe sur le CETA en ce moment, c'est typiquement ça. C'est typiquement ça. On ne peut pas accepter que des produits qu'on n'a pas envie de produire sur notre sol arrivent du Canada, quand bien même on n'a rien contre les Canadiens. Tu vois, il faut déstigmatiser ces discussions. On n'a rien contre les Canadiens, on n'a rien contre les Roumains, on n'a rien contre les Brésiliens. Mais c'est juste que les règles doivent être claires. Tu as sûrement suivi les polémiques aussi sur les steaks végétaux, là. Ouais, j'ai vu ça. Mais moi, je trouve ça dingue que l'on ait à produire en France, que les produits de notre agriculture, j'arrive pas à parler, aillent à l'étranger pour que nous ayons, nous, évidemment, à acheter ce qui vient de l'étranger. C'est très vrai, par exemple, avec le cochon. On bouffe le cochon d'Europe de l'Est et puis on vend le nôtre. Donc, comment on fait aujourd'hui pour sécuriser justement toute cette production, et tu l'as évoqué, et dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures conditions environnementales, dans les meilleures conditions sociales pour l'agriculture, tout en s'assurant une sécurité alimentaire et économique en France, sans vivre dans un vase clos entre nos frontières, parce que effectivement, on est dans un pays mondialisé, enfin dans un écosystème mondialisé, européanisé, où on a besoin, ou pas d'ailleurs, c'est au choix d'échanges internationaux, mais encore une fois, et c'est ce dont on parle depuis le début, condamne un petit peu le bon sens. C'est le bon sens. Tu l'as fait toi-même. Ça montre à quel point le truc il est ancré chez nous. Tu as dit un truc du genre qu'on le veuille ou non est mondialisé. Ouais. C'est une question. Moi, je le dis qu'on le veuille ou non, mais est-ce qu'on le veut? Ouais. Alors, après, déjà, il y a plein de choses qui ne se décident pas en France, mais au niveau de l'Europe. Donc, tous ces trucs-là, il faudrait que ça soit appréhendé au niveau européen. Donc, déjà, c'est pas que nous, franco-français, gaulois et tout ça. C'est pas ça dont on parle. Et après, il faut juste se dire, il faut qu'il y ait de la cohérence. Mais en fait, moi, je suis assez, je suis pas optimiste, faut pas exagérer, mais sur le fait que ce débat-là, comme il est en ce moment avec le CETA sur le devant de la scène, que c'est des choses dont on va parler de plus en plus. On a parlé avec la crise des agriculteurs sur les normes. Les normes, c'est le faux sujet. Évidemment, personne n'a spécialement envie d'avoir plus de normes, mais les normes, elles sont nécessaires parce qu'on doit encadrer les pratiques et qu'elles vont devoir de plus en plus propres et vertueuses. Il va falloir mettre des normes. La question, c'est est-ce qu'on s'autorise à mettre des normes chez nous tout en acceptant de voir des produits débarquer de l'étranger sans les mêmes normes à bas prix, dans un contexte où il y a de l'inflation, pouvoir d'achat en berne, et des consommateurs qui vont aller naturellement vers les prix les plus bas. Donc, tout ça, on ne peut pas traiter ces sujets un par un. Non. Il faut dire, les normes, elles sont vertueuses. Est-ce qu'on est d'accord au niveau européen? Pas le choix. Bon, faut le faire comme ça. Après, on s'occupera de voir ce qu'on fait avec les autres, mais on est d'accord, il y a des normes. Donc, ce qui respecte pas nos normes, ça va être plus cher aux frontières. On n'a pas le choix. Bon, voilà. Une fois qu'on aura viré les produits à bas coût qui rentrent pas dans les supermarchés, parce que on dira voilà, dit grande distrib,
arrêtez de vous gaver sur le bio et tout ça. Parce qu'en sortie de producteur, il y a plein de cas où c'est pas vrai, c'est pas plus cher. Et ça, les gens le montrent maintenant que dans certaines distributions spécialisées ou sur les marchés et tout ça, ça marche plus parce que dans l'imaginaire, ça vaut plus cher. Ouais. Donc, qui c'est qui... Le bio, tu peux pas l'acheter au supermarché, en partie parce qu'il y a des gens qui, au milieu, vont prendre leur marge. Donc ça, on va leur dire, non, ça c'est pareil, c'est plus possible. Et puis après, ça reste quand même plus cher de produire des produits mieux et avec des contraintes, plus d'exigences que de ne pas le faire. Ouais. Donc, on va aider les ménages, avec la sécurité sociale de l'alimentation ou d'autres trucs. Mais si tu fais un parmi tous ces sujets, tu n'y arrives pas. Ouais. Donc, à un moment, il va falloir qu'il y ait cette révolution-là qui soit opérée pour dire on remet les choses. Et on marche sur la tête, là, qui était quand même très instrumentalisé par certains, peut-être, mais fondamentalement, ils ont raison, le message, il est bon. Je pense qu'on marche réellement sur la tête en termes de bon sens. Tu as parlé d'un truc hyper intéressant là, sur les produits du bio vendus en magasin en fonction de la marge et puis du coût que ça représente. C'est compliqué parce que en vérité, techniquement, il ne marche pas plus. Ah bon ? Ouais, il y a des études qui ont été faites que techniquement, en tout cas en valeur relative, ça ne marche pas plus. Pourquoi ? Parce que les taux de marge sont identiques. Néanmoins, comme les produits bio sont plus chers à produire, eh bien, le taux appliqué, évidemment, en valeur absolue, rapportera plus. 5% de 10 €, ça rapporte plus que 5% de 5. Alors, en gros, pour schématiser, c'est ça. Malgré tout, pour les personnes qui ont besoin de bouffer, et là aussi, on est sur des questions aussi de justice sociale. Bien, 1 €, c'est 1 €. Et des personnes qui aimeraient bien manger bio ne pourraient pas le faire parce que ça représente un budget extrêmement important. Et tu vois, moi, de mon côté, on achète local, on achète bio, mais on gagne quand même un petit peu de pognon. Malgré tout, on le voit, ça représente un budget assez conséquent. Après, on revient aussi sur cette question extrêmement importante de quelle est la part de notre alimentation et que l'on a envie d'avoir dans notre budget. On voit la portion congrue que ça devient de jour en jour. Pourquoi ? Parce que on va préférer allouer son budget autrement. Moins à la bouffe et plus au voyage, à l'avion, au PlayStation, au smartphone, à la consommation de produits multimédia, etc. Donc, on arrive à ce chantier extraordinaire, c'est de dire que si on voulait un peu sauver nos agriculteurs et notre agriculture aussi, c'est nous, les consommateurs. J'ai enregistré un épisode avec Magali Payen, dont est prêt Imagine 2050, qui rappelait bien que le bulletin de vote des consommateurs, c'est leur carte de crédit. Donc, toi, quelle est ta vision un petit peu sur la façon dont, très globalement, on devrait pouvoir considérer notre consommation, notre manière de produire, pas que dans l'agriculture, mais ailleurs. Voilà, si on devait aujourd'hui répondre aux enjeux, pas simplement de réchauffement climatique, mais de biodiversité, la fameuse théorie des 2 notes, on en parle souvent ici dans ce podcast-là, parce que ça n'est qu'un des éléments sur lesquels il va falloir que l'on s'attache à résoudre, et la biodiversité est probablement même le problème le plus impérieux auquel s'affronter. Voilà, toi, quelle est ta vision des choses un petit peu ? Qu'est-ce que tu défends aujourd'hui au quotidien, probablement à travers FEV, mais même dans ton quotidien, tu vois Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas complètement sûr alors que j'aurais dit le contraire il y a quelques années, du bulletin de vote, c'est la carte de crédit. Ah ouais. C'est évidemment vrai et nécessaire, mais ça fait partie du problème de renvoyer tous ces problèmes sociétaux à un comportement du consommateur. Alors, évidemment, dans un contexte de nouveaux récits, tout ça, la part tout ça, on doit le réexpliquer, on doit réexpliquer aux gens et leur faire désirer le fait de bien manger versus consommer d'autres conneries. Ça, on est bien d'accord. Mais moi, je pense qu'on a oublié le fait que, par rapport à l'exemple que je te donnais, c'est pas à l'agriculteur de décider il doit pas décider ce qu'il plante, mais en tout cas, il peut pas être à la merci des marchés mondiaux pour savoir ce qu'il plante dans un contexte où personne ne sait, du coup, qu'est-ce qui va être planté en France. Fondamentalement, c'est donc l'absence de planification. Donc moi, je mets un point d'honneur à dire que dans ce fameux triangle de l'inaction, ça c'est un truc que tu connais aussi, non ? Non, le triangle de l'inaction, c'est l'État va dire c'est aux consommateurs de voter avec leur carte de crédit, les entreprises vont dire de toute façon c'est à l'État de prendre ses responsabilités, les citoyens dire en gros chacun se renvoie la balle et tout ça. La réalité, c'est qu'il faut évidemment que les trois bougent ensemble, mais il y a quand même beaucoup plus de gens maintenant qui s'élèvent en disant attention, les petits gestes écologiques, tout ça, les citoyens ils ont bon dos, quoi. On leur demande de faire plein de choses qui sont extrêmement contradictoires. Yann Kovici, qu'on entend et qu'on écoute souvent, c'est vrai,
On rappelle, moi je suis quand même plutôt d'accord avec lui que bon, c'est quand même plutôt les masses qui essaient peu à peu de se mettre d'accord et qui vont essayer d'influer les décisions politiques parce qu'on sait que les gouvernements ne feront jamais rien contre. Ouais. Mais donc après il peut y avoir des mouvements pour porter ça effectivement à un aspect politique, mais en tout cas à la fin ça renvoie à je pense que tu pourras rien faire tant que tu auras potentiellement des produits merdiques en rayon à pas cher. Et tu auras beau construire les nouveaux récits que tu veux et tout ça, les produits seront là, ils seront pas conformes à ce qu'il faut en matière de santé publique, il y a rien qui va, et les gens les achèteront quand même. Donc moi j'en veux pas trop, j'en veux un peu aux consommateurs, moi j'en veux beaucoup quand je suis dans les cercles de personnes qui ont la chance d'avoir des bons boulots, des bons salaires et tout ça. Moi j'en veux beaucoup à ces gens-là parce qu'ils sont intelligents au sens où ils ont tous les moyens d'action et ils les appliquent pas. Voilà. De manière plus générale, pour les gens qui ont 1 euro, 1 euro est 1 euro, je pense qu'en fait que c'est quand même assez dur de se dire qu'on va régler ça sans intervention de l'État, de réglementation plus stricte, de partage de valeurs, etc. Donc pour moi, il faut qu'on revienne à une forme de planification d'un sujet qui est stratégique et d'abandon de la croyance que le marché a les armes pour réguler tout ça. Parce qu'il est en train de nous montrer depuis des décennies qu'il a absolument aucune des armes pour régler ça. Peut-être que si on veut étendre un peu la discussion, pour moi, elle est assez simple. Moi, j'ai pas fait d'études d'économie et donc j'ai un appétit modéré pour enfin, tu vois, c'est pas des gens les économistes que j'idolâtre beaucoup parce que je trouve que ça passe son temps à oublier en fait un sujet qui est majeur. C'est la gestion des ressources. Enfin, on parle toujours de ce donut, d'une croissance infinie dans un monde fini. J'ai un peu l'impression que les mecs, ils ont fait leur modèle à une époque où on pensait qu'il n'y aurait jamais de limites, quoi. Maintenant, les limites, on les a toutes emplafonnées. Donc, on en a 6 ou 7 sur 9 qui sont dépassées. Et ça me fait penser un peu, je sais pas si tu te rappelles, en maths ou en physique, on te dit, on est dans un référentiel galiléen, machin. Tu prends des hypothèses où en thermodynamique, le truc, il est censé être isolé, ça. Bon, tu sais que c'est pas vrai. Mais ça marche parce que t'es pas proche des limites. Là, nous, on a pété les limites et on continue d'appliquer des trucs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà. Et donc, en fait, on met pas au centre ces fameuses externalités négatives, le fait d'aller défoncer la nature, le fait d'avoir des cancers à répétition à cause des pesticides et des autres perturbateurs endocriniens, là, dont on parle beaucoup en ce moment. Tu mets pas ça dans la balance. Donc, le marché, il s'en fout, quoi. Il s'en fout, il regarde pas ça, il regarde offre-demande de qui va servir le meilleur rendement. Et en fait, fondamentalement, une fois que tu as compris ça, que ces aspects-là sont peu pris en compte. Alors, le marché carbone essaie de remettre ça un peu sous forme monétaire, mais avec une tonne qui est pas assez chère. Donc, voilà. Mais une fois que tu as compris ça, tu comprends que le rendement, meilleur est ton rendement, plus ça cache des choses. Il y aura sûrement des exceptions vertueuses à ce que je dis, mais il y a peu de magie. Et donc voilà, le marché ne va pas régler ça. Donc, la politique ou la société, nous, en tant que citoyens, on doit régler ça pour s'en emparer et dire qu'on veut que ça fonctionne différemment. Maintenant, est-ce qu'on va le faire avec notre carte bleue en achetant le chou-fleur bio français c'est nécessaire, mais je pense que ça va pas être suffisant. Et d'ailleurs, on le voit sur la question de la fast fashion. On n'arrête pas de crier gare contre la fast fashion, mais pourtant, elle se développe toujours plus. Et on voit aussi les côtés pervers quand on a notamment celui de la seconde main. La seconde main, en vérité, qui part d'un très très bon principe, ne fait qu'alimenter les processus de vente et de développement de la fast fashion. Et pourtant, quand on va sur Vinted pour acheter de cases, on est très content parce qu'on pense faire quelque chose d'utile à la fois pour son porte-monnaie, mais aussi pour la planète. Et en réalité, pas du tout. Donc, on revient à la question démocratique, qui est une question assez fondamentale, c'est que la prise de décision doit être différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, le bulletin de vote, c'est probablement un bulletin de vote au premier sens du terme, mais qui est employé par les citoyens pour choisir d'autres citoyens qui sont en mesure de prendre les bonnes décisions et qui sont un peu décorrélés, des intérêts économiques. Voilà, les organisations syndicales, les organisations patronales qui sont à très haut niveau, est-ce qu'ils représentent toujours les entreprises et les citoyens et les corps intermédiaires? Et est-ce que les responsables politiques ont vraiment les mains déliées pour agir? C'est aussi, ce sont des questions assez fondamentales. Et donc, ce qui est intéressant, toi, de voir dans ton parcours, c'est évidemment ce switch aussi entre ce qui peut nous paraître quand même comme relativement accessoire, de la tech qui aide à la prise de décision. On va peut-être simplifier ça comme ça, grâce à l'analyse de data qui nous permet justement d'atteindre de meilleures rentabilités, au fait de manger bien et d'aider les agriculteurs. Donc, aujourd'hui, on est dans une société qui doit réussir
à déterminer ce qui est utile, même en termes de business, de ce qui ne l'est pas. Oui. C'est quoi ton avis sur le sujet? En fait, ça renvoie à... Si tu admets... C'est vrai, quand je dis si tu admets, c'est déjà mettre un si, je trouve ça fou, mais on est obligé de le dire pour être prudent, quoi. Si tu admets qu'on a emplafonné la plupart des limites planétaires et donc qu'on est objectivement en dehors de tout contrôle de ce qu'on fait sur le climat, sur la pollution des océans, sur ces perturbateurs endocriniens, enfin toutes ces substances exogènes et tout ça. Si on admet qu'on a dépassé les limites, en théorie, tu dois admettre qu'il faut revenir dedans. Ou alors tu te dis, j'ai dépassé les limites et ça va continuer comme ça. Enfin, je conduis à 100, à 200 sur l'autoroute, je sais que c'est illégal, je sais que j'ai une probabilité de me planter un moment, mais je continue jusqu'à ce que le mur arrive ou l'accident arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites, il faut revenir à des limites plus soutenables. Donc, dans ce fameux donut, je ne sais pas si tout le monde connaît le donut, mais si vous en parlez souvent, ça devrait aller à peu près. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je mettrai un lien. Tu mettrais un lien. Donc, le limite basse, c'est en gros, le donut, tout le monde voit, il y a un trou au milieu, mais le minimum qu'on doit faire, c'est atteindre nos besoins un peu primaires, mais aussi quand même avec un aspect de justice sociale. Il faut que ça soit pas juste certains qui survivent et d'autres qui... Voilà. Et puis pour ça, on consomme des ressources, on a besoin de faire des choses, mais la nature et la finitude de notre planète nous ramènent en disant attention, vous pouvez pas non plus vous faire trop plaisir sur tel ou tel truc qui serait accessoire. Et donc au milieu, on est dans ce donut. Pour arriver à revenir à des limites soutenables, il y a forcément des choix qu'on doit faire. Et les choix qu'on doit faire, c'est effectivement l'utilité des choses. Voilà. L'opposé de ce raisonnement, ça serait de se dire qu'on a emplafonné les limites, mais qu'on va jouer sur certains facteurs d'optimisation, notamment l'efficacité énergétique, ou, en gros, là, beaucoup de gens pensent au carbone, donc parlons du carbone, mais on émet beaucoup trop de CO2, mais demain, ça va aller parce que l'énergie sera plus propre, et parce que... Voilà. Et c'est là où tu touchais un point intéressant, c'est qui illustre bien que ça va pas marcher, ça, du tout, que ça soit via la techno ou via d'autres choses, c'est qu'on rebondit toujours, donc ce fameux effet rebond. Vinted, dans l'absolu, c'est une très bonne idée. En pratique, tu commences à avoir des gens qui consomment encore plus sur Vinted qu'ils consommaient avant, et ça encourage, pour avoir des trucs en seconde main, il faut aussi qu'il y en ait en première main. Bon. La technologie, c'est exactement pareil, en fait. Ou même, j'avais un autre exemple que j'ai lu récemment, covoiturage, Blablacar. C'est forcément une super idée, c'est génial qu'il y ait Blablacar. Mais les gens, ils se déplacent encore plus, là où ils ne faisaient pas de trajet avant. Donc, même si c'est un trajet plus optimisé, en valeur absolue, c'est quand même toujours plus de trajets. Et donc, on passe notre vie à faire ça. Donc, voilà. Donc, le côté où on va optimiser tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on optimise mieux, déjà, optimisation, c'est pas passer de 100% d'empreinte de quoi que ce soit des minerais ou de l'énergie du carbone à zéro, c'est souvent passer de 100% à 80%. Ouais. En parallèle d'un truc où on se dit, du coup, c'est moins cher, c'est plus accessible, c'est plus facile, et boum, là, on se prend 100% de croissance. C'est ce qui est en train d'arriver sur l'IA. On dit, l'IA va nous aider à régler le climat. Moi, j'attends de voir. Je dis, il faudrait y aller maintenant parce que c'est en ce moment. Ouais, allons-y. Ouais. Envoyez tout ce que vous avez envoyé, plutôt que de payer des mecs chez Facebook. Envoyez tout ce que vous avez pour régler le réchauffement et la sécheresse, là, plutôt tout de suite que dans 10 ans, parce que c'est maintenant que ça se passe, quoi. Ça, c'est un vrai problème, le technocentrisme dans la résolution des problématiques environnementales. C'est hallucinant. Là, les prévisions qu'on a, c'est plutôt 80% d'augmentation de l'empreinte du numérique à cause de l'IA. Ah ouais. Donc, on va d'abord commencer, et en plus, moi, je suis complice, j'ai quand même fait comme tout le monde mes petites images sur ChatGPT et tout ça pour essayer. Et en fait, je me dis, mais merde, ça va pas, quoi. On est en train de... Donc, je crois que c'est une requête sur ChatGPT, c'est 20 fois, 30 fois, 50 fois. Enfin, bon, c'est quelques dizaines de fois une requête sur Google en termes d'empreinte. Donc, ça y est, c'est vrai que c'est plus pratique. Hein, bon, bref. Donc, tu sens bien que ce truc-là, ça va pas passer et qu'on a besoin de revenir à une forme de sobriété ou de ce que tu veux pour re-rentrer dans des limites acceptables. Et là, si à un moment il faut faire des choix, il va falloir que ce soit démocratique. Ça va pas être démocratique tel qu'on l'a à l'heure actuelle, vu que, quels que soient les partis, on va pas faire de politique, mais il y a personne au niveau politique qui s'empare de sujets de post-croissance ou décroissance, ou en tout cas, ils sont très rares et pas trop entendus, et ils sont balayés d'un revers de main par la plupart des gens à bon compte d'autoritarisme, d'autocratie, de revenir à la bougie, aux Amish, au pervers et tout ça. Enfin, ça, c'est le champ sémantique, le cliché et le champ sémantique qui est quand même très puissant dans l'imaginaire. Et donc, en fait, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que de faire des choix et de reconsidérer nos modes de vie en se disant qu'est-ce qui pourrait ne plus exister sans que ça nous fasse mal. Ouais. Et après, moi, je ne suis pas à dire que tout se fera dans la
dans la facilité, sans la douleur, parce qu'en fait, j'en sais rien, et il y a quand même plein de gens qui pensent que ça va être plus dur que ça. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait que certains trucs ne sont pas nécessaires, et que s'ils n'existaient pas, on serait pas moins heureux, mais on serait peut-être même plus heureux. Ouais. En vrai, alors moi, je suis en tant que bon entrepreneur, un addict de mon smartphone, mais si le smartphone n'existait pas, je suis pas sûr qu'on serait moins heureux, au contraire. Ouais. Donc ça, je pense pas que ça fera partie des trucs qui passent sur la table, mais typiquement, le rythme auquel on achète des accessoires numériques, le rythme auquel on achète des fringues, le rythme auquel on voyage, le rythme auquel on consomme tout un tas de trucs qui sont inutiles, je pense très très sincèrement que si on l'enlevait demain, enfin qu'on le réduisait drastiquement parce qu'on était mieux encadré aussi par la réglementation. Exemple, sur l'obsolescence programmée, il y a beau avoir des lois, des trucs comme ça, quand même pas grand-chose qui tient la route au-delà des 2-3 ans. Ce truc-là, ça doit changer. Le consommateur, il peut pas voter éternellement avec ça. Il faut juste dire stop. Agriculture, marchés mondiaux, il faut lui dire stop. Oui. Voilà. Et c'est là où on a besoin d'élire les gens qui vont prendre ces décisions pour nous. Et le jour où on sera ça, on se dit, quand tu verras plus des pubs dans le métro pour partir à Bali demain, te faire un petit shoot de soleil, et que tes voisins partiront pas à Bali pour se faire un petit shoot de soleil, et que personne partira à Bali, voilà, est-ce qu'on vivra moins bien ? Bien sûr. Mais certainement pas. Mais certainement pas. Mais et je suis jamais allé à Bali, et du coup, je pense que j'irai jamais, manifestement, avec cet état d'esprit. Mais non, tout va bien se passer, quoi. On sera content. Moi, tu vois, je te parlais des Pyrénées. Bon, bah, voilà. Magnifique, les Pyrénées, c'est bien. La France est magnifique, hein. Je pense que pas de souci là-dessus. Donc, bref. Mais c'est marrant parce que l'être humain, c'est quand même très profond en nous. On est quand même des êtres quand même relativement pervertis, tu vois. Ah oui. Je sais pas si on prend regarde, nous, on est en train d'enregistrer un podcast. Je ne connais pas l'impact. Ça serait intéressant de voir quel est l'impact d'enregistrement, de production et de diffusion d'un podcast. Et ça reste de l'audio. L'audio, c'est quand même relativement léger. On a 2 micros, un enregistreur. Il a fallu que je me déplace. Je suis venu en train. Mais il s'avère que pour développer un podcast, l'un des gros outils, c'est la vidéo. La vidéo, pour le coup, c'est beaucoup plus coûteux. Ça a un impact extrêmement important. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vidéo ? Rien qu'en termes de production, caméra, ça coûte plus cher en plus. Enfin bref, on passe beaucoup plus de temps. Et puis, on met ça sur les réseaux sociaux. Et puis, le poids du fichier vidéo est beaucoup plus important que le poids du fichier audio. Donc, tout est plus... on fait du fois 4, 5, 6 avec de la vidéo. Et pourtant, le podcast... nativement, c'est de l'audio. Mais l'être humain, naturellement, parce qu'il veut toujours plus, il veut toujours plus d'audience, il veut toujours plus de mieux, il veut toujours plus d'offres éditoriales, va emprunter la voie de la vidéo. C'est très humain, en vérité, malheureusement, mais c'est très humain. Comment on fait pour aller un peu contre notre nature, d'aller, et on l'a dit, plus loin, plus fort, plus vite, et se dire encore, on ralentit. Et tu as le podcast Nouveau Récit, le propos éditorial de Nouveau Récit que j'essaie d'instaurer. On aborde des questions thématiques qui me semblent vraiment très importantes, mais le fond du fond. Le problème, c'est vraiment, en fait, nos conceptions profondes de la manière dont on vit et on s'envisage en société. Oui. Est-ce qu'on a besoin de plus de thunes ? Est-ce qu'on a besoin de développer une licorne et de passer de 0 à 1000 en 3 ans ? Est-ce que... Moi, j'ai ma réponse, tu vois. Oui, bien sûr. Mais comment on fait pour permuter un peu toutes les consciences qui n'ont pas encore adopté ces points de vue et qui voient dans ces étapes des choses absolument importantes pour leur réalisation. C'est pas vendre leur boîte 500 millions, voyager tous les pays du monde, prendre l'avion tous les jours, je sais pas, enfin j'exagère un peu, tu vois, mais... C'est ce qu'on essaie de faire là. Ouais. En fait, t'as manifestement des arbitrages à faire. Tu pourras pas... Enfin, on est tous évidemment pétris de contradictions, mais il y en a certaines qui sont plus évidentes que d'autres. Demain, moi je pense que, par exemple, prenons le sujet de faire de la pub. La pub, moi je pense qu'il y a peu de sujets faciles dans tous les trucs qui nous attendent. Il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres, notamment les sujets qui sont réglementaires. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui militent pour qu'on décrète à un moment que 110 sur autoroute, c'est 110. C'était la Convention citoyenne pour le climat qui avait proposé ça. Ça paraît une évidence. Donc, ils n'ont pas interdit de rouler à plus que 110, mais moi, j'essaie de rouler à 110 sur l'autoroute. Bon, voilà. Pas parfait. Il y a des fois, c'est 130, mais c'est quand même 90% 110. Ça, déjà, on peut le faire à titre individuel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mesures qui ont des impacts très forts. C'est
ce qu'on cherche toujours, c'est les quick wins en entreprise. Ouais. Quick wins, voilà. Politique, les quick wins, c'est pas très fort. Hein. Ouais. Parce que celui-là, il est facile. Est-ce que les gens vont gueuler? Franchement, on a réussi à interdire la cigarette, on a interdit la pub pour l'alcool et tout ça. C'est facile, quoi. Alors, il y a eu la grogne sur les 80, 90. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est complètement con. À un moment, il faut dire, mais allez vous faire, vous faire voir, quoi. Donc, ces trucs-là. Édouard Philippe s'est fait défoncer. Ouais, il s'est fait défoncer. Bon, donc, mais bon, c'est à la fois intéressant et pathétique, parce que là, pour le coup, c'est charge à nous de pas le défoncer. Je veux dire, on parle de la responsabilité des citoyens. Pour élire des gens qui prennent les bonnes mesures, ne les défonçons pas quand ils prennent les bonnes. Les quelques fois où c'est les bonnes. Bon. Après, tu as des sujets sur une initiative que j'aime bien. Tu les as peut-être reçus déjà, Quota Climat. Non. Tu connais pas? Tu les connais ou pas? Non, je les connais pas. Non. Ah, Quota Climat, c'est une asso. Eux, leur combat, c'est de la même manière que tu as des quotas au moment des élections présidentielles et autres, j'imagine, pour encadrer le temps de parole des candidats, pour éviter qu'un candidat ou une candidate monopolise la parole dans les médias. Ouais. Ils ont des quotas. Tu vois, on mesure le nombre de minutes et c'est ultra encadré. Ouais. Eux, ils disent il faut faire pareil sur l'écologie. On peut pas. En période de Covid, on a parlé de Covid, mais c'était incroyable. En période de début de la guerre en Ukraine, on a parlé de la guerre en Ukraine. Leur propos, c'est de dire, est-ce qu'on est dans un sujet qui est d'une gravité similaire ou plus importante qu'une guerre ou une pandémie? J'espère. Alors c'est marrant, mais si tu poses cette question à ton entourage, je suis pas sûr que ça soit la bonne réponse, mais la réponse est oui, puisqu'on est en train de parler d'une inhabitabilité probable de notre planète dans quelques décennies. Et de trucs qui nous dépassent complètement à l'heure actuelle sur les températures, sur la santé publique. Ça, on est complètement perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, si on arrive à acter collectivement que c'est un sujet important quand même, on devrait parler matin, midi et soir, que ça plaise ou non, de la crise gravissime dans laquelle on est. Et donc, il faudrait encadrer des quotas sur l'écologie. Alors, ils ne sont pas en train de dire qu'on va parler de 90% de ça. Hein. Ils n'ont pas envie de nous faire aussi peur que ça. Ça pourrait le mériter. Mais c'est déjà de mettre des quotas et que les médias, du coup, soient obligés de se saisir de ce C'est un peu plus le cas, mais je vois bien la direction. Ouais. C'est un peu plus le cas parce que tu lis ces rubriques sûrement et que tu es particulièrement sensible au sujet, mais a priori, et qu'il y a certains médias vers lesquels toi, tu vas te tourner plus naturellement par tes sensibilités probablement politiques et écologiques qui font que tu le vois un peu plus. C'est pas du tout représentatif. En fait. On est sur des traitements qui sont de l'ordre de quelques pourcents. D'accord. Alors que je crois que l'exemple qu'il donne, c'est quand tu es sur la guerre en Ukraine ou Covid, on dépassait les 50%. Ah oui. Donc c'est complètement, et en élection présidentielle, tu es sur des trucs aussi beaucoup plus gros. Donc on est sur l'epsilon là qui parle du climat. Ça en fait il suffit d'une loi. En fait il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont aussi simples que dire on va faire ça, et les médias vont d'une certaine manière se conformer à un truc qui est que le sujet il est si important qu'on doit en parler parce que on pense que c'est pour notre bien à tous qu'on doit faire ça. Et du coup il y a quelques sujets comme ça qui sont des choses qu'on peut adresser facilement. D'accord. Bah, écoute, si tu as les contacts... Quota Climat, voilà. Méga chaud. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? C'est une bonne question en ce moment. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quand justement je m'échappe de mon smartphone et de toutes ces considérations qu'on vient de discuter pendant 2 heures et que je suis avec mes jumelles ou mon appareil photo, ou voilà, on est obligé aussi de consommer. Tu continues de faire la photo? Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. C'est chouette. Toujours animalière ou sur toutes tes filles? C'est d'office, ouais. Mais des enfants, enfants, c'est un animalier un peu particulier, c'est fugace, c'est pas facile à attraper, mais oui. Et animalier, et puis plus généralement paysage et tout ça. Mais ça, je me rends bien compte que les moments où le temps passe différemment, c'est les moments où on est dans la nature. En fait, ça revient à ce que tu dis tout à l'heure. C'est les moments où on sort de ça et on oublie un petit peu que justement qu'on est pressé par toutes les autres choses. Après, au quotidien, Fève, je sais pas si ça me rend heureux. Je suis content de contribuer, mais j'ai toujours un peu ce sentiment de se dire que voilà, le truc est tellement titanesque pour justement faire bouger toutes les lignes dont on a parlé pendant cette discussion, que c'est quand même dur d'être optimiste au quotidien sur le fait qu'on arrive à les faire bouger effectivement. Donc après, il y a plein de signes positifs. Il y a quand même, il y a comme tu disais, des choses dont les médias parlent un peu plus. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs. Sous la pression, les traités de libre-échange, ils sont un peu en discussion quand même. Il y a des discussions au niveau européen sur des lois de taxation de la finance. C'est microscopique, mais pourquoi pas. Il y a plein de choses comme ça qui émergent et qui font que peut-être à un moment, on va se réveiller en tant que citoyen et dire ça suffit, on veut de parler de ça. Parce que c'est vraiment la façon dont on doit vivre ensemble dans les années qui viennent qui est en jeu. Alors moi, ce jour-là, je serai heureux.
C'est quand on va commencer à parler de ça massivement dans le débat public, je pense que voilà, c'est un peu ça sera mon moment pour être heureux. Eh ben, c'est un joli mot de la fin. Oui. Merci Marc. Merci Fouad. À bientôt. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant